Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce deuxième épisode de Sans détour en compagnie d'Alexandre. Pour l'introduire en quelques mots, Alexandre ne fait pas de bruit, il fait toujours le boulot. Pas de grands slogans, pas besoin de lever la main, il construit, il apprend et il avance. À 22 ans, il ouvre Les Idées Brunch dans un hôtel 4 étoiles à Paris. Un resto pensé comme un produit et résultat 220 000 euros de chiffre d'affaires en un an. Il manage une équipe de 6 personnes et crée une machine bien huilée qu'il a montée de A à Z, évidemment fait maison. Et Google parle pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a 4,8 étoiles sur 5 parce que ça marche. Alexandre, il s'est pas cantonné à la restauration, il a aussi exploré la tech, l'automatisation et l'IA. En 2025, il a cofondé Kitsch AI. Qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui transforme la gestion du recouvrement de créances grâce à des agents IA autonomes. C'est pas un projet bullshit, c'est un vrai produit et en plus il l'a pitché à l'Assemblée nationale. On y reviendra. Alexandre, bienvenue dans Sans détour. Salut, bah merci en tout cas pour l'accueil, c'est cool. Tant d'éloges dès le début, c'est sympa. C'est bon, j'ai pas fait On pourra d'erreur, hein. revenir un peu sur les différentes expériences, mais c'est cool, ouais. Ouais, ouais, j'ai pas fait Non, d'erreur, t'as tout pas est fait bon. d'erreur. Non, pas du tout, tout est plutôt correct. Après, bon, bien sûr, enfin, c'est très grandiose, on parle pas des points négatifs, etc., des petites erreurs que j'ai pu faire, mais on y reviendra, je pense, pendant l'émission, donc c'est cool. Ok, ok, nickel. Moi, j'ai une question un peu récurrente. C'est avant de commencer, évidemment. C'est quoi pour toi être entrepreneur? Je pense que être entrepreneur, pour moi, c'est la faculté d'être un peu débrouillard, de savoir apprendre et de s'adapter. Je pense que c'est ça, être entrepreneur. Après, bien sûr, désolé, il y a mon chat qui commence à me monter dessus. C'est pas grave. Hem, ouais, je pense que c'est ma définition d'être entrepreneur, c'est de prendre les choses en main, vraiment, les entreprendre, mais après, c'est ma définition. Je sais pas si tu la partages, ce que tu en penses et si tu veux que je l'approfondisse, mais Ouais, non, non, bah c'est très bien. Ouais, donc du coup pour toi c'est un mec qui a les couilles d'essayer, genre. ouais, globalement, c'est un mec qui a les couilles d'essayer, plus qui a la faculté, d'essayer de se débrouiller pour apprendre et pas de se cacher derrière des excuses: «Ah, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça». Bah, c'est la volonté d'apprendre et de résoudre un problème quand t'es pas expert du domaine. Ok, très clair, nickel. Écoute, moi j'aimerais bien que tu me parles un peu de toi, que tu me parles un peu de tout ce qui s'est passé depuis que t'es né et comment t'en es arrivé là. Euh, Comment t'étais à l'école, pourquoi ces choix d'études là, quel a été ton premier move entrepreneurial. Je suis très chaud d'en savoir plus. Écoute, comment je pourrais définir ça? J'ai pas trop préparé, on n'a pas préparé de questions en amont, Moi j'ai les questions donc de mon voilà, côté, mais toi du coup je te prends un peu comme c'est ça. ça, c'est ça. Du coup, moi, depuis petit, en vrai, j'ai envie d'entreprendre, mais je mettais pas le mot là-dessus. C'est-à-dire que, tu vois, en primaire, on dessinait avec mes potes, des plans de bateaux et en fait, il y en avait un, c'était le pêcheur et l'autre, qui allait vendre les poissons, et vraiment, depuis petit, on faisait un peu des jeux comme ça avec mes potes où en fait, on construisait un business, mais nous, on le voyait pas comme ça. Hem, je pense que c'est au lycée où j'ai un peu plus conscientisé ça, heu, parce que, bah, déjà au lycée, il faut choisir un peu ce que tu veux faire plus tard. Et je trouvais que c'était plutôt cool de créer une entreprise et que c'était peut-être la voie royale si tu voulais avoir, de la liberté dans ta vie. Hem j'ai commencé par un petit projet, on n'en a pas parlé, mais au lycée, j'ai ouvert une association avec mon meilleur pote. Donc avant l'école de commerce où là, c'est assez commun d'ouvrir une asso, mais on a ouvert une asso de radio. Donc on a un studio de radio qui est toujours effectif et je suis toujours vice-président de cette radio. Hem, en réalité, je m'en occupe plus du tout, parce que, c'est lui qui est passionné de radio et il avait besoin d'un vice-président, à l'époque. Donc on s'est associés et moi je l'ai aidé sur la partie business. Donc on a des ateliers où on fait un peu d'argent parce qu'il y a des petits qui viennent apprendre à faire de la radio. Donc voilà, on va dire que c'était la première étape, pour faire de l'entrepreneuriat et ensuite, j'ai fait une école de commerce, parce que, bah, forcément celle qui est liée le plus directement à entreprendre de manière un peu, direct, même si c'est pas forcément le cas et j'y suis allé à la base, pour faire la fête, heu, très honnêtement et quand je suis arrivé en école de commerce, je me suis dit: «En fait, j'ai pas envie de faire la fête, j'ai envie de profiter du temps libre que j'ai, pour faire des side projects», donc c'est assez, lié, au concept quand même, donc c'est assez cool Trop bien, ouais. et voilà, j'ai monté ma première boîte, on a fait ça pendant 2 ans, j'ai eu plein d'idées entre-temps, et voilà. Globalement, je sais pas si tu veux que j'approfondisse plus, si ça te va, Moi j'ai deux trois questions. T'étais quel Ouais. genre d'élève? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas répondu à cette question. J'étais pas un hyper bon élève. En fait, j'étais, le type d'élève qui était pote aussi bien avec les intellos qu'avec, les fouteurs de merde, voilà. Ok, J'étais l'entre-deux,
J'étais pas mauvais, mais j'avais pas une bonne moyenne, mais j'avais pas une excellente moyenne. Enfin, j'étais entre les 2. J'avais Pour te donner des chiffres, parce qu'on aime bien, donner des chiffres, je dirais qu'au lycée, quoi, j'avais 11-12 de moyenne. Donc en vrai, vraiment pas terrible, tu vois? Ouais, ouais, normal. Enfin, en vrai, ça t'intéressait pas, genre. Ouais, c'est ça m'intéressait Ouais, pas, et aussi en réalité, je fournissais pas du tout les efforts pour. C'est-à-dire que, je me disais pas: «Ah, ça pourrait être cool d'avoir une bonne moyenne» et je le voyais pas comme un jeu, tu vois? ouais, 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 ouais. Non, mais je comprends complètement. Et donc, du coup, projet radio en terminale. C'est ça. Pourquoi la radio? Est-ce que toi, t'as un truc avec ça ou pas du tout? Alors, ça a même commencé en première en réalité, Ok, et non, pas du tout, j'ai aucun rapport avec la radio. C'est juste mon meilleur pote, qui était passionné de radio. Il était, enfin, à l'époque, il y avait TeamSpeak et donc il y avait des serveurs où on pouvait faire des animations. Il était animateur radio sur des serveurs TeamSpeak et cetera et il voulait vraiment ouvrir son projet. Il avait besoin de quelqu'un, donc un vice-président légalement pour ouvrir une asso et d'un trésorier bien sûr. et du coup, il m'a demandé et je l'ai suivi dans l'aventure, donc c'était assez cool. En réalité, lui a fait quand même 80 du projet, hein. Je vais pas, prendre, toutes les Toute la récompenses. gloire. C'est ça, toute la gloire. Moi, je l'ai vraiment aidé sur la partie, business, c'est-à-dire que lui, il mettait un peu de son argent perso. L'asso, elle fonctionnait avec des subventions et moi, je lui ai dit: «Écoute, Thomas, faut qu'on trouve un petit business model, où ça peut tourner sans avoir des subventions, et sans mettre de ton propre argent» et c'est pour ça qu'on a ouvert des ateliers. Ça, pour le coup, je l'ai pas mal aidé, et les ateliers, ils tournent toujours. Je crois que ça fait maintenant 3-4 ans qu'ils tournent encore, Trop donc bien. c'est assez cool. Trop bien, trop bien. Ok, donc à la fin de la terminale, tu te dis, ok, je vais rentrer dans une école de commerce. Euh, Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu apprends là-bas? C'est quoi ton retour? Hem, sur l'école de commerce en général ou sur les premières années ou, sur les 2, Comme comme tu je le veux? sens. Ouais, alors au tout début, je dirais que la première année d'école de commerce, ça m'a plutôt ouvert les yeux. Elle était plutôt positive en réalité. Mine de rien, c'est-à-dire que j'y connaissais rien à comment monter un business et j'ai eu de la chance, je suis tombé sur des plutôt bons profs, heu, notamment profs de compta et cetera, qui sont des trucs un peu, boring, mais qui sont, en vrai quand tu es au tout début et que tu apprends à ce que c'est une enfin, tu commences à apprendre à comment on monte une entreprise et cetera, c'est plutôt cool. Donc ça m'a plutôt ouvert les yeux et c'est pour ça qu'à la place d'aller en soirée, faire la fête et cetera, en parallèle, de l'école de commerce, j'ai décidé de me poser, essayer d'avoir des idées et cetera. Le truc, c'est aussi que je travaillais pas mal à côté de mes études, pour gagner un petit peu d'argent parce que je paye mes études, et donc j'avais pas le temps de faire la fête. On va dire que la première année était plutôt cool. Après les années suivantes, bah, vu que j'ai entrepris en parallèle de mes études, j'ai dû apprendre plein de choses avant les cours et donc bah, les cours sont vite devenus ennuyants, parce que, bah, typiquement, j'avais un cours à un moment sur les statuts d'entreprise, lesquels choisir et cetera. Bon, bah, j'ai déjà créé mon entreprise, donc j'ai déjà fait le travail en amont, sur, comment faire un business plan complet à présenter à des analystes, bon, bah, je l'avais déjà fait. Donc il y avait pas mal de choses comme ça, mais je dirais que si c'était à refaire et que le Alexandre du futur pouvait me donner des conseils, peut-être que je ferais pas une école de commerce, et peut-être plus une école d'ingé ou quelque chose comme ça, mais voilà. Ok. Parce que on en a pas parlé, mais toi, tu es aussi très à propos du vibe coding. On en reviendra, je pense, un peu après dans le podcast. Mais du coup, tu disais que tu faisais un job étudiant en parallèle. C'était quoi ton job? Tu faisais Ouais, quoi? je faisais 2 jobs étudiants. Ok. Le week-end, j'étais vigile dans une expo, donc voilà. Je faisais du 10h-18h à surveiller une expo, donc je devais marcher toute la journée et parler à personne, ce qui était pas hyper sympa comme job, Méthode. mais au moins, j'avais le temps de réfléchir sur ce que je voulais faire et cetera. Et l'autre job, j'étais entraîneur de volley-ball la semaine, donc j'avais, ces 2 jobs. Ouais. Ok. Et le volley, c'est un truc que tu fais depuis que t'es petit? C'est ça, ouais. J'ai fait 10 ans de volley. J'ai arrêté, à cause du coup de premièrement le job que j'avais le week-end, quand j'ai commencé l'école de commerce, parce que je pouvais plus faire les compètes et en réalité, moi, je jouais au volley pour gagner. J'aimais bien l'esprit un peu compétitif et cetera autour de ça et j'avais pas une très bonne équipe, et donc ça me saoulait de perdre et donc je me suis orienté vers un sport où je suis un peu plus seul et en fait, les résultats sont liés qu'à moi-même. Voilà. C'est quoi ce sport? Je fais de la calisthenics, du street workout, du street lifting, enfin, Ok. en gros, je fais des tractions, des dips, et je me leste un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a appris ces 10 ans de volley? Qu'est-ce que ça t'a donné comme mental pour qui te sert aujourd'hui dans l'entrepreneuriat?
Alors là, avec du recul, je dirais de manière inconsciente, parce que je me compare du coup à des amis, et cetera. Tout bêtement, cette rigueur, tu vois, quand, tu joues dans un club, tu dois te réveiller parfois, je sais pas, 6 heures du matin le Ouais, le dimanche, alors que tu as dimanche, fait la faut aller fête faire la ton veille, ouais, et ouais, ouais, cetera. ouais, ouais. C'est ça et en fait, quelqu'un qui n'a pas fait de sport collectif comme ça, de une, il sait pas ce que c'est de se réveiller pour d'autres personnes aussi, parce qu'en fait, si tu viens pas, tu niques le match et en fait, il y a d'autres personnes Handicapé. qui sont impactées. C'est ça. Donc je dirais ça, principalement. Après, je pourrais te dire des éléments bullshit, mais non, je dirais que le volley, ouais, ça m'a surtout appris la rigueur de me lever le matin et d'y aller quand même et d'aller aux entraînements. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils étaient très stricts avec ça. C'était si je veux faire du volley, il faut que j'aille à tous les entraînements et que j'aille au match et qu'il y a pas de il y a d'autres conditions, quoi. OK. Hem, pour revenir un petit peu, sur tes années école de commerce, tu m'as dit du coup que tu as lancé, les premiers side projects, du coup durant cette première année. Ça a été quoi ton premier side project? Bah, je dirais que c'était Restome, OK. qui était la première boîte réelle que j'ai lancée avec 2 Ouais. amis. Donc on a fait OK. ça pendant 2 ans, donc on a vraiment créé une boîte, on a fait une petite, levée de fonds en love money, on a créé l'application avec des devs en Inde. On a vendu un petit peu, donc ça, c'était vraiment la première XP, le premier side project. Bon, on a fait plein d'erreurs, on aurait pu être beaucoup plus rapide sur plein de choses et cetera. Mais on faisait ça à notre rythme, on était au début et en fait, on connaissait personne pour nous aider. C'est-à-dire que, si, à l'époque où j'avais créé Restome, j'avais connaissance de projets comme The Side Project Club ou d'autres initiatives comme ça, c'est vrai que ça aurait pu nous aider énormément, sur, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les bons choix à faire et cetera. Et on se concentrait pas sur les bons trucs, mais c'était la première re expérience qu'on a faite et c'était vraiment très cool. En fait, ça m'a appris à apprendre. Vu que je savais pas faire un bilan et un compte de résultat encore, bah, j'ai dû apprendre. Je savais pas faire un business plan, j'ai dû apprendre, heu et voilà. C'était quoi exactement Restom? Parle-en un peu, sur, la structure, Ouais. comment ça fonctionne et cetera. Ouais, alors c'était, un peu comme un Uber Eats, sauf OK. qu'à la place de travailler avec des restaurants, on travaillait avec des chefs qui cuisinaient à domicile. En fait, le constat, il est simple, c'est que quand tu es particulier, et que tu veux vendre ta nourriture, globalement, tu as pas 10 000 choix. Soit tu dois mettre beaucoup d'argent et ouvrir un restaurant et en fait, c'est relou. Heu, en fait, il y a pas vraiment d'alternative. Et moi, je voulais vendre des pierogi, qui est une spécialité polonaise. Et OK. je pouvais pas les vendre sur Uber Eats. Et je me suis dit: «En fait, ça peut être pas mal de créer une sorte d'Uber Eats pour les chefs, pour qu'ils puissent vendre soit le week-end des petits plats, soit toute la semaine s'ils veulent en faire un vrai business et expérimenter». Et c'était, vraiment sympa. On a eu, une mamie qui avait 86 ans, qui faisait des croquetas espagnoles et elle kiffait, elle était trop contente parce qu'elle a toujours voulu ouvrir son restaurant, mais elle avait pas l'argent et grâce à nous, elle a pu le vendre et avoir des retours de clients et cetera. Donc c'était une expérience franchement hyper enrichissante et heu et très cool, ouais. Incroyable, tu as dû rencontrer des gens de fou. De fou aussi dans le négatif, tu vois? Il y en a un, c'était un gros toxico-alcoolique, on est rentré parce qu'en fait, on faisait des contrôles du coup de l'appartement quand même pour, savoir si c'était OK et le mec, il avait des bouteilles d'alcool partout dans son appart, ça puait la beuh, heu, donc pas la meilleure rencontre non plus. Mais oui, effectivement, il y a eu des très bonnes rencontres et c'était très cool. Incroyable. Donc, tu fais ce projet à quel âge? 19 ans du coup? C'est ça, exact, 19 Heu, ans. tu fais du chiffre? Non, je dépense plus que je gagne, honnêtement. On avait sûrement pas du tout les bonnes stratégies pour a attirer des clients et cetera et en fait, on s'est aussi embarqué dans un truc très compliqué, c'est qu'il faut résoudre une équation qui est complexe, c'est avoir le bon nombre de clients pour satisfaire le bon nombre de chefs, mais il faut un nombre de chefs suffisant pour que la marketplace intéresse les clients et derrière, il faut le bon nombre de livreurs pour livrer tout le monde. Sauf que le livreur, il veut pas travailler à vide et pas gagner d'argent. Le cuisinier, il veut pas se mettre sur une plateforme s'il vend pas et il veut pas préparer des ingrédients et des plats en amont s'il va pas vendre et le client, il va pas venir s'il y a pas assez de chefs. Donc un peu le truc, un peu complexe. Bon là, je me L'effet fais je la dirais une poule, excuse, hein, le on aurait problème de pu l'effet la résoudre. poule. C'est ça. Ouais, Mais, pour un premier business, c'est peut-être pas le plus évident. OK, OK. Du coup, ce projet, il s'arrête, au bout de combien de temps? Au bout de 2 ans, parce que, on n'avait plus d'argent, que OK, mes associés, ils étaient plus trop chauds dans l'idée et qu'en réalité, on allait, nulle part. On OK, allait nulle part et en fait, on On ne répondait à aucune problématique. C'est-à-dire que certes, il y a la problématique du chef qui peut pas vendre, s'il crée pas de restaurant et cetera. Mais en réalité, le celui qui est le plus intéressé, c'est celui qui dépense, c'est le client final. Et en fait, bah, il a plus intérêt à commander dans un restaurant parce qu'il sait que ce sera toujours bien fait, que ça va suivre les règles d'hygiène et cetera, que de commander chez un particulier, même si c'est un peu moins cher.
toute façon, tu le sais, les marketplaces, c'est un très mauvais business, model, hein. Ah, c'est très compliqué, quoi. C'est Ouais, très compliqué. ouais. C'est dur de faire du chiffre là-dessus en plus, souvent c'est sur des petits fees, donc du coup C'est ça. forcément, ouais, forcément compliqué. Mais du coup, moi je le dis toujours, là j'ai eu un podcast là la semaine dernière avec Martin Bonan et j'ai dit la phrase là, c'est que l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font à leur début, c'est qu'ils mettent la main dans le code avant de valider leur marché. Et là, typiquement, si vous aviez, pu valider votre marché sur TikTok, Instagram à l'époque, c'était moins, on va dire, reconnu que maintenant, mais vous auriez vu directement que le projet, en fait, il y avait pas forcément de product market fit et que vous embarquez dans un truc, qui va pas aller loin, quoi. C'est ça et en fait, je je pense qu'on aurait pu faire un petit peu de chiffres si on avait, fait du contenu comme aujourd'hui sur TikTok, Insta et cetera. Mais en fait, on abordait le truc un peu de manière old school parce qu'on avait aucune référence, on n'y connaissait vraiment rien et donc on faisait une vieille publicité qu'on mettait sur YouTube. Après, on est très content, on a tourné une pub, elle était sympa et cetera, mais c'est vraiment le truc old school, tu vois? Genre, Bien sûr. une pub comme j'aime, tu vois? Genre un truc éclaté. Mmh. Donc voilà. Mais OK. on en a tiré plein de bonnes choses en vrai, Mmh. et c'était quand même très cool, tu vois? On a vendu aussi des plats dans notre école et ça, c'était sympa. Non, franchement, c'était quand même une très bonne expérience. Si c'était à refaire, je le referais, sans souci. OK, trop bien. Donc après ça, tu lances un autre projet, c'est ça? C'est ça. Entre-temps, j'ai tâtonné plein d'autres projets. C'est juste que je le mets pas sur mon CV LinkedIn parce que ça sert Oui, à pas rien, ouais, ouais, bien sûr. heu, mais je peux en parler parce que ça peut être intéressant, je pense, pour les gens, qui écoutent le podcast. Carrément. Hem, j'ai avec un autre pote, on a essayé de produire ce qu'on appelle des supplini. C'est des sortes de petits arancini, ça s'appelle des supplis et nous on appelait ça supplini et en fait, on voulait produire ça pour les restaurants italiens pour qu'ils puissent en gros avoir, des bons arancini, pas trop chers et qu'ils ont juste à mettre dans la friteuse. Donc OK, on a cherché un local, j'ai commencé à vendre, j'avais un premier client sans avoir, à produire ces arancini, donc ça trop bien. c'était assez cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai c'était beaucoup autour de la restauration parce que c'est un secteur qui me passionne, OK, pourquoi? parce que, mon père est restaurateur, et que moi je voulais en troisième, j'étais le seul à lever la main pour dire: «Je veux faire un bac pro» et je voulais être cuisinier. Donc voilà, j'ai toujours voulu ouvrir mon restaurant, d'où aussi le restaurant, on va en parler peut-être plus tard. Et ton père, du coup, il fait quoi dans la restauration, exactement? Ouais, alors il a eu son restaurant à un moment donné, mais ça a pas du tout marché parce qu'en fait, c'est vraiment le restaurateur old school qui connaît rien au business, mais qui connaît juste, comment on sert, les gens. Mmh. On s'entend. Je suis méchant avec lui, mais en vrai, il est très fort dans son métier, tu vois? Mais, Mmh. c'est pas un businessman. Ouais. Et là, maintenant, il fait des extras, c'est-à-dire qu'il est en micro-entrepreneur et il fait des missions, c'est-à-dire on va lui dire: «Ah, on paye, 300 € la journée si tu viens là et que tu fais ci» et il fait ça. OK. Et en fait, il habite aux États-Unis maintenant et donc, il fait des allers-retours. C'est-à-dire il travaille un mois et demi en France où il travaille genre presque 100 heures par semaine quand il est en France et il Waouh. revient aux États-Unis et il chôme pendant un mois. OK. Ton père, il t'a appris, le sens du travail? Ouais, bah, lui, c'est un monstre du travail. C'est-à-dire que si je dois citer une personne dans mon entourage qui travaille énormément, c'est mon père. Enfin, pour lui, une journée de 10 heures, c'est une journée repos puisqu'il a sa soirée. Heu, généralement, il travaille, ouais, facile 15 heures par jour. Ouais, quand tu es cuisinier, mec, le matin, tu te réveilles à 6 heures, tu vas au marché, C'est tu ça, récupères tout, de 8 heures jusqu'à midi, tu cuisines, à midi, tu sers, jusqu'à 14 heures. Après c'est ça, l'après-midi, tu prépares ton repas du soir et etc., et c'est cetera. ça. En général, la restauration, ouais, c'est un métier assez compliqué. Lui, il est plus côté salle, du coup, mais du coup, il combine généralement plusieurs missions. En fait, souvent, il va faire 2 missions par jour, une le matin et une le soir et donc ça fait des très gros shifts. OK, clair. Du coup, pour reprendre, sur, c'est des gâteaux, c'est ça? Des arancini. C'est des arancini, en fait, tu sais, c'est des boules, de riz qui sont frites et donc souvent, c'est du riz soit à la tomate, soit avec de la mozzarella, à la truffe et c'est une spécialité italienne qui s'appelle arancini ou supplì, si tu veux la version romaine qui est un peu plus grosse. D'accord. Hem Et on a taffé sur ça parce qu'on s'est dit: «Bah, il y a peut-être un business en vrai», genre c'était un peu à la mode les arancini et tout et c'est relou à faire, tu vois? C'est relou à faire et donc surtout si tu as pas beaucoup de commandes, bah, ce Mmh. serait bien d'avoir un petit paquet surgelé, un petit truc qui est quand même Mmh. fait de manière artisanale et que tu balances dans ta friteuse en tant que restaurant et tu et c'était cool aussi ça comme expérience. Mais bon, on l'a pas fait parce que mon associé qui était mon pote, il devait se mettre full time sur la cuisine, et en fait finalement il l'a pas fait. Donc on a avorté l'idée, mais même chose, en fait, on a testé plein de trucs, c'est-à-dire que même après Restom, je sais pas si tu veux qu'on rentre, de Vas-y, manière vas-y, vas-y, granulaire vas-y. dans chaque truc? OK, Ouais, cool. vas-y, 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 vas-y. Après Restom, on s'est dit: «Putain, les livreurs, en fait, ils portent un sac, mais ils ont soit Uber Eats, soit Deliveroo dessus et si on mettait, en fait, des pancartes pour que n'importe quel restaurant puisse mettre sa publicité là-dessus?» Et tu payes le livreur à tourner, genre tu le payes, je sais pas, 20 balles par mois en plus, il est content,
ils portent le même sac, peut-être même un peu meilleure qualité, avec des affiches d'un restaurant qui veut payer une pub. OK. Même chose, on a signé un premier client, on a fait du porte-à-porte, tout rue Faubourg-Poissonnière. Et on a un premier client, un restaurant asiate, qui a dit vas-y, let's go. Mec, je suis Je sentier suis là. chaud de mettre. Je suis sentier, donc c'est Ah, trop juste à drôle. côté. Ouais. Bah, tu vois, Nouilles Ceinture, c'est un restaurant qui est rue Faubourg-Poissonnière. OK. Et il nous a dit let's go, je vous prends un sac pour le mois et tout. Donc, on a fait un petit prototype, etc. Enfin, on a fait plein de side projects. Juste, je les considère pas comme des entreprises, parce que bah, il n'y avait pas eu d'entité juridique et on n'a pas fait de vente. Mais même chose, ça nous a appris plein de choses. Ouais, bah, ouais, c'est Donc, clair. c'était cool. Donc, c'était cool. Donc, il y a eu ce sac, il y a eu ces arancini. À un moment, je voulais me lancer aussi un peu en tant que consultant pour les restaurants sur les apps de livraison. Parce qu'en fait, tu as des algorithmes spécifiques si tu veux bien marcher sur Deliveroo, Uber Eats, etc. Ouais, complètement, complètement. Et même chose, on a démarché des restaurants, on a eu un premier mec qui nous a dit oui. Euh, Finalement, même chose, on n'a pas poussé plus loin l'idée parce qu'on n'avait pas de personne technique avec nous, il n'y avait pas encore le vibe coding, et il fallait faire des Mmh. connexions API, etc. Et j'y connaissais encore un peu rien. Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, mais il y a eu plein de side projects jusqu'à arriver au restaurant, qui est du coup plus qu'un side project, parce que même chose, ça, c'était une vraie entreprise. Et ça, c'était plutôt cool. On Voilà. va en parler, je pense que c'est super intéressant au vu des chiffres que tu as fait et bah, de l'impact que ça a eu, je pense, sur toi. Du coup, Lazy Day Ouais, Brunch, c'est ça? c'est ça, OK. exact. Euh, donc, d'où ça part, c'est assez simple. En fait, ma copine, elle travaillait dans cet hôtel en tant que RH. Mmh. Et en fait, elle a remarqué que la cuisine, elle était libre après le petit déjeuner. OK. Euh, donc, on s'est dit, bah, il y a peut-être moyen de faire un truc. Donc, on Mmh. a discuté, etc. Et en fait, on s'est dit, bah, on peut le prendre que le week-end, parce qu'on était encore en études. Et moi, j'étais en alternance en plus de ça. Donc, Mmh. assez dur de combiner études, alternance et un restaurant ouvert full-time. Donc, sinon, on va ouvrir qu'un truc le week-end. Pour être très honnête, je suis pas un grand passionné de brunch. Juste, on s'est dit, qu'est-ce qui marche bien le week-end? On s'est dit, bah, le brunch, Des ça peut être pas brunchs. trop mal. Ouais, évidemment, en C'est plus ça. à Paris, c'est un bonne clientèle. C'est ça, c'est ça. Vraiment, il y a des gens qui font 2 heures la queue pour rentrer dans un brunch, et cetera. C'est abusé. Heu, su Abusé. Surtout dans le 9e, Trop donc choqué. Tu sais que assez la dingue. dernière fois, je suis passé devant un brunch, je sais plus, je crois que c'était dans le 9, ouais, bah, je crois que c'était d'ailleurs dans le 9e. Mec, il y avait une queue. Mec, genre, j'étais choqué. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a Mmh. une resta dans le truc. Non, c'était juste un Ouais, brunch. C'est un truc de ouais, dingue. c'est Et les gens, dingue. ils attendent parce qu'en fait, les gens, ils prennent trop leur temps. Et du coup, bah, après, bah, ça tourne, ça tourne, ça tourne et ça prend plein de temps. C'est Bah, bref, ça. vas-y, je te Et en laisse fait, reprendre. la plupart des brunchs ne prennent pas de résa aussi, parce que tout simplement, ils ont beaucoup de monde et en fait, avoir une résa qui vient pas, bah, c'est relou. Et donc c'est pour ça que les gens, en fait, font la queue, hyper longtemps, devant des brunchs, et c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était le bon business model à lancer, Ok. et on a fait ça. C'était pas du tout évident, hein. C'est-à-dire que, bah, déjà, on n'y connaissait pas grand-chose à la restauration. Enfin, moi, j'y connaissais un petit peu parce que j'avais des expériences en parallèle qui me faisaient comprendre comment ça marchait un restaurant. Hmm. Mais quand t'es pas dedans, en vrai, tu connais rien, tu vois? Genre, Bien tu sûr. sais pas, quel fournisseur il faut aller chercher, comment on Ouais. manage les employés, qu'est-ce que tu leur dis de faire les employés, qu'est-ce que tu leur passes comme responsabilité, comment tu attires des clients. Hmm. Donc, tu plein de trucs complexes. Hmm. Au début, c'était très compliqué, hein, vraiment le restaurant il était vide et tout. On allait dans la rue, c'est pas légal, tu vois? Mais on distribuait des flyers, on faisait goûter des aliments parce qu'en fait, c'était tellement la hesse, et en fait, on avait, très peu de trésorerie. On a lancé le restaurant avec 8 000 €, mais 8 000 €, en fait, ça te permet d'acheter quelques décorations, un peu de matériel, les premières courses qui ont coûté déjà 2 000 €, tu vois? Ouais. Quand tu achètes de l'huile, les épices, Bah, bien sûr. et ton premier salaire, et donc en fait, à la fin du premier mois, il restait genre un truc comme 100 ou 150 €, et tu là: «Putain, c'est chaud, je vais devoir remettre de l'argent et tout», et on faisait tout. C'est-à-dire que on venait, on cuisinait le matin, heu, on faisait la plonge pendant le service, on faisait la plonge après le service, on faisait le service. C'était pas évident, pas Waouh. évident. Waouh! Et du coup, comment t'as eu tes premiers clients? Comment ça s'est passé? Parce que je suppose qu'il y a forcément eu un shift, un truc qui a fait qu'il y a Ouais. plein de monde qui sont Ouais, le shift, alors, 1re chose, c'est que moi, en parallèle, j'étais dans une alternance, chez Malou, qui est une start-up, dans la food tech, même chose, et qui aide les restaurants à faire du marketing. Donc d'accord? déjà, j'avais des connaissances, j'avais des personnes avec qui discuter pour essayer de comprendre comment ça marche, et le premier truc qui marche pas mal, c'est essayer d'être bien référencé sur Google. Donc déjà, la première technique qu'on faisait, c'est que n'importe quel client qui venait, on poussait, on leur demandait de laisser un avis, et pour les pousser à laisser un avis, on leur offrait un petit café. Voilà. Ça, c'était notre, petit troc, et comme ça, on avait beaucoup d'avis, très rapidement. Donc ça, c'est le premier truc qui a fait que déjà, on avait un peu plus de clients, parce qu'une page Google avec 3 avis, bah, ça attire personne. Google, Et c'est la vraiment le nerf deuxième de la chose, guerre. C'est le nerf de la guerre. c'est ça, surtout dans un arrondissement où tu as plein de brunchs assez connus, qui ont beaucoup de monde, et en fait, tu as le truc où, bah, tu arrives devant ce brunch, tu as 2 heures de queue, tu te dis: «Est-ce que j'ai envie de rester là?» Bah non, tu vas sur Google Maps, tu regardes le truc à côté,
Et en fait, si le truc il est pas trop mal sur Google, tu vas. Exact. Et nous, ça a beaucoup fait ça. En fait, on volait tous les clients des brunchs autour qui avaient trop de queue, parce qu'on était bien référencés sur Google. Donc ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est qu'on a invité des influenceurs. Et il y a un duo d'influenceurs qui est venu et eux ont fait beaucoup, beaucoup d'audience, Comment il tu y a eu les as eu, des ces centaines de milliers. influenceurs? On a envoyé des messages: «Salut, je m'appelle Alexandre, j'ai 22 ans, je galère à ouvrir mon resto, on essaye de faire de la bonne bouffe, on fait tout maison, on essaie de faire un brunch un peu différent et cetera. Est-ce que tu es chaud de venir tester?» Sachant que, l'une des 2 filles qui est venue, donc il y a le pari d'Alexis, non, c'est pas le pari d'Alexis parce que ça c'est la version mec, mais il y a une fille qui s'appelle quelque chose Paris Alexis. Je t'avoue, je connais pas trop son pseudonyme, mais Ouais, ouais, bien elle a sûr. genre 300-400 000 abonnés sur Insta, donc en vrai, Ouais, pas gros mal. poisson quand même. C'est ça. Laura aussi, qui elle a son propre brunch. Elle a sa chaîne de brunch et elle est quand même venue, elle a fait du contenu et en fait, ça a super bien marché. On a reçu plein d'appels après derrière et c'est ça qui a lancé en fait la machine parce que, hem, dès que tu as un peu de personnes, bah, tu as direct plus d'avis sur Google et en fait, naturellement, tu rentres dans une boucle vertueuse. Ouais, Voilà, ouais, et ouais. c'est comme ça qu'on a lancé le truc et qu'en réalité après on était complet, tout le temps. Donc Waouh. c'était assez cool. En combien de temps, vous avez réussi ce zéro tout, complet? Hem, je dirais en 3-4 mois quand même. 3-4 mois, le temps de lancer le truc, d'y aller doucement mais ouais après, en fait, on a lancé, heu, fin octobre, début novembre. On a lancé le 28 octobre, hem et je dirais à partir de février, on a commencé à avoir un vrai pic. Sauf qu'on a eu les galères avec, c'est-à-dire que, en mars, notre chef, elle nous a plantés, elle a volé les recettes, elle nous a mis dans la merde, dénonce à l'hygiène, des avis 1 étoile sur Google avec plein de comptes. Enfin Arrête! bref. Ah non mais horrible! Alors que une semaine avant, nous on faisait un entretien mensuel en tant que bon start-upper gentil, tu vois? Ça existe pas ça dans la restauration et on leur demandait de mettre une note de 1 à 10, tu vois? Et elle avait mis 8 sur 10, tu vois? Une semaine avant qu'elle nous fasse ça. Donc heu, Pourquoi elle a fait ça? donc voilà, heu, bah, parce que je pense qu'elle a des problèmes mentaux, qu'elle est pas bien dans sa vie, j'en sais rien, mais pour le coup, il y a aucune Ouais, raison il y avait aucune tangible. ouais, ouais, il y a pas de raison, C'est-à-dire c'est que ça, ouais, ouais. en réalité, en fait, on payait pas trop mal. Certes, on n'était pas le restaurant qui paye le mieux au monde, mais on avait une petite cuisine, on avait un concept, enfin, on n'était pas un restaurant étoilé, donc forcément, tu suis aussi avec la réputation du restaurant. Mais les chiffres, ils étaient corrects, quand ils nous demandaient des trucs, genre, par exemple, à un moment, on nous disait: «Ah, les œufs, je veux qu'ils soient bio, élevés en plein air, d'une ferme locale» et cetera. Tu sais, elle nous l'imposait ça. Bon, on lui a acheté ses Et c'est œufs une bonne chose en bio élevés plus. c'est une bonne chose, mais tu vois, elle avait ses petites, exigences et on le faisait tout le temps. Je sais pas, elle était pas contente, elle est partie. Mais des histoires comme ça avec des employés, j'en ai eu plein, hein. C'était le plus compliqué, c'était les employés dans la restauration. C'était C'était quoi, terrible, des alcooliques, des ah ouais? voleurs, ouais, Bah, c'est horrible. ça le problème. Ouais, après c'est malheureux, mais tu vois, moi je sais que dans ma ville d'origine, tu vois, il y a une place où il y a pas mal de bars et tous les serveurs, c'est soit des mecs qui sont tout le temps sous ipette, soit des mecs qui sont tout le temps sous alcool. C'est terrible. Mmh, Ce domaine-là, en fait, c'est un domaine, qui demande tellement de en fait, tu donnes ta vie et en fait, ta vie, elle est scindée en 2. Moi, pourquoi je parle de ça? J'ai travaillé au McDo pendant quelques mois, donc bon, c'est pas vraiment pareil. Mais en fait, tu as des pauses de 3 heures, tu rentres chez toi, après tu retournes au truc, après tu dois te réveiller à 8 heures, tu dois repasser le matin, après tu as 2 heures, en fait, ta vie, elle est coupée en plein de parties et tout tourne autour de ça. En fait, c'est mentalement, c'est horrible. C'est pas fait pour ouais, tout le non, monde. clairement, ouais, c'est ce qu'on appelle les coupures en restauration et les coupures, tu vois, c'est très compliqué. Nous, typiquement, il y avait pas de coupure. Déjà parce qu'on était un brunch, donc on servait que le midi, et on voulait pas mettre de coupure en place. C'est-à-dire qu'on voulait pas dire à un employé: «Tu travailles 4 heures, tu reviens dans 3 heures et tu retravailles 4 heures». Parce qu'en fait, au final, bah, sa journée, elle est morte, et tu peux pas faire grand-chose. Mais c'est vrai que c'est un métier très compliqué et je pense qu'aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dedans, mais pas par choix. C'est-à-dire qu'ils sont pas passionnés par la restauration, c'est juste qu'il faut faire un job, Mmh, et ils tombent dans ça, mmh. et voilà. Après j'ai aussi eu, des employés qui ont été très bien, très corrects, hyper forts. Il y a même eu une petite fierté à un moment, c'est qu'il y a un sans-papier qui est venu. Bon, je suis pas censé le dire normalement, heu et en fait, on l'a découvert après et on était là: «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le vire ou pas?» Mais si on le vire, le mec, il a pas de travail, il est dans la merde, tu vois? Ou est-ce qu'on fait genre qu'on n'a pas vu, que c'était pas lui sur les papiers, que c'était donc on l'a gardé et ce mec-là, bah, il connaissait rien à la restauration, il venait du Sénégal, il a vécu des trucs horribles et tout et bah, il était plongeur, on l'a fait monter cuisinier et tout et maintenant il est trop content, genre on lui a fait découvrir, une passion
et ça, j'en suis trop fier et je l'ai encore appelé hier, il était tout content parce qu'il est dans un autre restaurant. Il dit: «Ah, je suis passé Incroyable. chef de partie et tout et dès que j'ai mes papiers, je fais un CAP cuisine et tu verras, je vais devenir chef et tout» et c'est trop bien parce qu'on a créé une vocation chez quelqu'un, tu vois? Mec, c'est incroyable. C'est Ouais. incroyable. C'est un truc de fou. Waouh! Putain et du coup, ce Je dirais que c'est ma mec-là plus grosse fierté, tu vois? Je dirais que c'est ma plus grosse fierté, au-delà du chiffre, du d'avoir créé un restaurant, d'avoir quelqu'un qui est content, tu vois? Et tu lui as créé quelque chose et qui a repris goût à la vie, qui se dit: «Putain, en fait, c'est pas horrible la vie», bah, c'est trop bien. ouais, je comprends, franchement, ouais, ouais, bah, c'est une grosse fierté, ouais, c'est clair. En plus, incroyable, c'est le mec, en plus, c'est devenu «sa vocation» entre guillemets et le gars maintenant, il est trop heureux de ce qu'il fait, il est grave content d'aller taffer, et en plus, il peut exploser dans son domaine, magnifique et du C'est coup, ça, l'hôtel était content enfin, c'est dans un hôtel, c'est ça? c'est ça, ouais. L'hôtel, du coup, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Comment ça s'est passé, un petit peu, le développement, de tout ça? Alors au début, c'est assez dur la collaboration avec l'hôtel, parce que forcément on travaillait dans leur lieu, donc ils avaient leurs exigences. Ils voulaient pas que par exemple, typiquement, il y avait 2 portes, donc il y avait la porte d'entrée de l'hôtel et la porte qui donnait sur le restaurant. Bah, un truc tout con, c'est qu'ils voulaient pas qu'on utilise la porte du restaurant au cas où on oublie de la fermer un moment. Sauf que c'est idiot parce qu'en fait, du coup, les clients devaient rentrer par l'entrée de l'hôtel pour venir dans notre restaurant. Donc on a dû pas mal se battre. Notamment en bas, il y avait un espace, qui stockait des assiettes et cetera. Même chose, on a dû se battre pour se dire: «Écoutez les gars, faut qu'on transforme cet espace en labo de production». Mmh. Parce qu'en fait, la cuisine en haut était vraiment minuscule. C'est-à-dire que tu pouvais mettre 2 cuisiniers et c'est tout et ils pouvaient pas trop bouger, ils pouvaient pas mettre beaucoup de matériel et cetera. Donc au début, c'était compliqué, mais au final, ils étaient plutôt contents parce qu'en fait, déjà, on ramenait beaucoup de monde. Ça faisait vivre en vrai le lieu, et eux, ça permettait aussi de proposer de la restauration à leurs, clients, tout simplement. Donc ils étaient franchement, ils étaient plutôt contents à la fin et ils étaient même déçus qu'on ferme. Heu, donc voilà. C'était quoi le concept du brunch exactement? Parce que du coup, je t'ai pas posé la question, mais c'est quoi le concept? Parce que c'est le centre un peu du Donc truc. le concept, en fait, on revisitait des plats du monde qu'on mettait sur le brunch. Donc par exemple enfin sur des spécialités de brunch. Donc typiquement après on faisait aussi des trucs assez classiques, hein, mais typiquement on faisait un Dutch Baby, qui est une spécialité, qui est une sorte de pancake soufflé qui vient un peu du nord, de l'Europe et on revisitait un peu à la normande avec, des pommes revenues au calvados, une crème mascarpone au citron vert et un caramel beurre salé. Franchement c'était notre Frérot, best-seller. tu me dis ça, il est bientôt midi. C'est vrai, et bientôt midi, j'ai un peu faim en plus. Mais ouais, Incroyable. c'était cool ou alors, tu vois, on faisait une gaufre, salée et dessus on mettait un poulet à l'orientale. Donc en fait, on faisait poulet avec, des épices et des abricots, avec des amandes effilées dessus et cetera. Donc voilà, le but c'était de revisiter des plats du monde sur des spécialités de brunch. Voilà. Trop bien et qui est-ce qui a élaboré ces recettes? C'est toi? Avec ton père? C'est Non, alors, mon OK, père n'a pas du tout, mis sa main dans le restaurant, il m'a pas OK. trop aidé. Il m'a rapidement aidé au tout début, parce que j'avais jamais fait de service et il est venu une fois, il m'a donné quelques conseils: «Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu dois jamais courir devant le client et cetera parce que ça reflète une mauvaise image». Attends, ma caméra, je sais pas pourquoi elle est devenue obscure, bon, c'est pas grave. Mais non, du coup, au début, la première carte, on l'a faite avec la première chef, du coup, qui s'appelle Thelma, qui nous a plantés. Mmh. Donc on l'a imaginé avec elle, donc il y a des éléments qui venaient de nous, il y a des éléments qui venaient d'elle. Mmh. Le truc, c'est que si tu laisses vraiment au chef, la possibilité de faire la carte, surtout dans des petits restaurants comme ça, Mmh. en fait, tu te retrouves avec une carte qui est peut-être pas la plus efficiente au niveau des process, au niveau du coût et cetera et vu que nous, on avait une petite cuisine, bah, fallait en fait, penser à préparer les choses en amont, que ça se conserve, qu'on puisse l'envoyer rapidement pendant le service. Donc en fait, on collaborait à 2 là-dessus et en fait, à partir du moment où elle nous a plantés, je me suis dit: «En fait, je vais arrêter de confier la responsabilité de mon restaurant à quelqu'un que je connais pas, qui peut me planter à tout moment. Donc je suis devenu, officiellement le chef. C'est moi qui faisais les recettes, qui faisais les process, les fiches techniques, qui apprenait aux cuisiniers et eux «exécutaient» entre guillemets. Trop bien et comment tu faisais pour, parce que je suppose que tout ça avait un coût. Comment tu gérais tout ça? Parce que tu m'as dit que tu as commencé avec 8 000 €. Ces 8 000 €, ils sortaient d'où? Comment tu as fait pour passer de: «J'ai dépensé 8 000 balles, il me reste 150», à, «Je gère une équipe, ça fait du cash, je gère bien ma thune et je fais un truc vraiment carré»? Ouais, bah, il y a plusieurs choses. Le 1er facteur, qui est le plus évident, c'est le travail. C'est-à-dire qu'à la place de payer quelqu'un d'autre pour travailler à ta place, tu travailles gratuitement. Donc la plonge, on la faisait pendant le service, on n'avait pas de plongeur au début.
On faisait tout nous-mêmes, tu vois? On allait, faire les courses nous-mêmes, on faisait vraiment tout nous-mêmes. Donc ça, c'est le premier levier que tu peux engager si tu veux ne pas avoir trop de postes de dépenses. Le 2e, c'est que j'ai essayé d'automatiser au maximum certaines choses et pas de passer par des softwares. Typiquement, tu vois, au début, on OK. passait par La Fourchette et en fait, La Fourchette, on se retrouvait vite fait à payer 200-300 € par mois, C'est quoi la fourchette? alors que La Fourchette, ça s'appelle The Fork maintenant. Oui, Peut-être, The Fork, ouais, ça te parle ouais, bien plus? sûr, bien sûr, ouais, 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 ouais. désolé. J'ai Pas de encore souci. le nom à la française, à l'ancienne, mais en fait, Ouais, c'est The Fork ouais, maintenant. ouais, ouais. Et The Fork, en fait, c'est un système où les gens peuvent venir réserver avec des promos, donc ils te référencent, et cetera. Mais en réalité, ce qu'on a remarqué, c'est que 80 du flux qui est réservé par The Fork, en fait, venait de notre page Google. Et c'est que juste qu'ils avaient implémenté le bouton réserver sur notre page Google. Donc en fait, c'était notre flux à nous et on leur payait, je crois que c'était 3,25 € par couvert, ce qui est aberrant. Ouais! Hem, Waouh! ouais, très vénère. Waouh! Donc en fait, on dépensait facile 300-400 € par mois alors qu'on n'avait pas beaucoup de monde et on était là: «Putain, mais comment on va faire?» Tu sais quoi? On churn, on arrête de travailler avec The Fork et moi, j'ai fait un petit formulaire Airtable, des petites automatisations avec des emails, des machins, un truc simple, tu vois? Pour éviter un poste de dépense sur un outil de réservation, tu vois? Si tu veux passer par ZenChef, tu dois encore payer 50-60 € par mois pour un truc où en fait, c'est un formulaire, tu vois? Faut arrêter de me la mettre à l'envers. Hem Ouais, tu m'étonnes. Mais justement, c'est trop marrant que tu dises ça, mec, parce que, du coup, Martin, le mec qui est venu, dans le podcast, la semaine dernière, lui, il a eu le même problème que toi. C'est en gros, tu vois, sur Calendly, Linktree et cetera, tu sais, tu payes des abonnements par mois, alors qu'en fait, c'est tout simple à coder, tu vois? C'est tout simple à développer et en fait, du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il développait ça en vibe coding et il vendait en one time. Donc en gros, tu avais ton calendar one time, tu avais pas ah! besoin de faire des a et en fait, ça me fait Ah mais grave je penser à je ça. l'ai vu sur LinkedIn. Ouais, bah, Je l'ai voilà. vu sur LinkedIn, c'est pas un truc fuck subscription enfin, Ouais, il c'est fuck les exactement. subs, c'est ça? Ouais, ouais, Ouais. ouais, exactement, exactement. Bah, ça me fait trop penser à ça, Ah! du coup. Du coup, ouais, Bah, ouais, bah, automatisation, je l'ai vu sur Airtable, ouais. LinkedIn et il est chaud. Ah ouais, il est Ouais, vraiment donc trop fort. alors je sais pas si je lag ou si c'est toi qui lag ou il y a des petits, Des fois, il y ah a non, peut-être c'est une bon. petite latence. OK, cool. Hem, donc automatisation, travailler soi-même et comment tu fais aussi au début? Bah, parfois tu rajoutes un peu plus. C'est-à-dire que je t'ai dit, on a commencé avec 8 000 €. Oui, c'est le capital de départ dans la société. En réalité, parce que j'ai ouvert ça avec ma copine, on a dû mettre, encore 1 000-1 500 € de notre poche, en cash, à côté, tu vois? Pour des Mmh. petites dépenses, tu vois? Des courses, une petite machine à pancakes et cetera, mais en fait, on l'a acheté avec notre, argent. Donc au final, j'ai dépensé un peu plus que 8 000, peut-être 10. On a dépensé 10-11 000, donc De ton cinq argent propre. cinq mille chacun. 5 000 € de mon argent propre, du coup, hem, splitté du coup enfin du coup 10 000 splitté en 2 et d'où il venait cet argent? Bah, il venait du fait que je travaillais à côté de mes études, du coup pour me faire un peu d'argent et moi mon poste de dépense qui est le plus important, c'était de créer des entreprises. Tu vois? Je j'achète pas trop de vêtements, je dépense pas trop, en sorties et cetera. Mais tout l'argent que je fais, je me dis: «En fait, j'ai pas envie de l'investir en bourse, je sais pas quoi». Je le garde de côté et dès que j'ai un projet, je compte pas. Tu vois? Genre je me dis pas: «Ah là, ça fait chier de payer 40 balles, pour ça». Donc on pourra en reparler après pour Kichtai, mais j'essaye d'aller le plus vite possible et de mettre mon argent là-dedans. OK. OK, clair. Et au niveau des courses et cetera, tu allais chez Métro? Tu allais où? Tu faisais, Ouais, donc au début, on allait chez Métro avec notre petite voiture. On se réveillait à 5 heures du matin pour aller le jeudi avant le service. Parce qu'en fait, avant, on n'était pas ouvert que le week-end, on était ouvert du jeudi au dimanche. Parce qu'en fait, la chef qu'on prenait, c'était une chef à temps plein. Et donc, bah, fallait ouvrir certains jours pour, au final, dès qu'elle est partie, nous, ça nous arrangeait parce que ça marchait pas trop le jeudi, vendredi. On s'est dit, bon, bah, tant mieux. Mais du coup, on allait à Métro, on se réveillait à 5 heures le jeudi, pour aller faire les courses et que je puisse être à 9 heures chez Malou pour travailler pour mon alternance, donc pas évident. Et en fait, au final, on a essayé d'automatiser le plus vite possible ça. Donc rapidement, tu vois, les fruits et légumes, on commandait chez un fournisseur à Rungis qui nous livrait. Parce qu'en fait, mmh, les fruits et légumes, ça prend beaucoup de place dans la voiture et c'est lourd. Tout simplement, quand tu achètes 20 kilogrammes de pommes, c'est relou de les porter. ouais, tu m'étonnes. Hem et au fur et à mesure, on a réussi à automatiser de plus en plus. Donc on avait notre boulanger, on avait notre fournisseur, pour tout ce qui était viande, enfin, tu sais, produits laitiers et cetera. On avait quoi d'autre comme fournisseur? Fournisseur de café aussi. Au final, on a trouvé nos fournisseurs et on s'en sortait plutôt bien. Mmh, OK. De février, c'est là que c'est parti. Donc c'est là où il y a eu beaucoup de monde qui sont venus justement grâce à ces influenceurs et cetera. Vous êtes passé de combien de CA à combien de CA? Je t'avoue que j'ai plus les chiffres exacts en tête, pour OK. la simple et bonne raison que, au tout début du resto, donc
donc je dirais de novembre à février. Je suis rentré un peu dans le truc négatif du restaurateur qui a la tête dans le guidon et vu que j'avais mon alternance et cetera à côté, bah, j'avais pas, encore, tous les bons fichiers pour tout bien traquer au centime près et cetera. Donc c'est avec le recul que j'ai pu le traquer. Hem, mais je te dirais que alors j'ai pas les chiffres de combien on est passé de quoi à quoi, mais je te dirais que en moyenne, on faisait, tu vois, entre 1 500 et 2 000 € de chiffre d'affaires par service. Donc, un samedi, ça représente entre 1 500 et 2 000. Bon, on est monté jusqu'à, par exemple, 3 200, tu vois, sur un samedi. Hem, mais globalement, ouais, c'était ça à peu près les indicateurs, entre 1 500 et 2 000 € de chiffre d'affaires, sur, un Une samedi ou journée. sur un dimanche. Ouais, une journée. OK et donc du coup, tu gagnais combien enfin, brut, tu gagnais combien? Dans ma poche à moi? Ouais, ouais, qu'est-ce que vous gagnez dans la poche? Donc sur les 1 500 €, sur les courses, tout ça, qu'est-ce que vous déduisez, derrière? Donc on avait un prêt de 30 qui était lié à la c'est vraiment l'indicateur classique, hein, mais 30 qui était lié au food cost, donc à OK. la nourriture, le café et cetera. Mmh. Et on avait quelque chose comme 40 qui était lié à la masse salariale, donc les employés. Hem, on avait quelque chose comme, alors attends, on avait les logiciels qui nous coûtaient pas mal, et en fait, au final, on se retrouvait pas non plus, avec des poches bien pleines. La réalité, c'est que on travaillait beaucoup, et on faisait pas des marges de dingue. Donc pour revenir sur le restaurateur avec la tête dans le guidon, c'est que au début, on faisait une formule, donc on avait 2 formules. Soit tu payais 20 €, tu avais 1 plat, une boisson, soit tu payais 32, tu avais 2 plats et 2 boissons. Donc souvent, tu avais un plat salé, un plat sucré, une boisson chaude, une boisson froide, dans la formule à 32, tu vois? C'est un peu le truc qui était assez commun dans les brunchs, Ouais, c'était les ouais, ouais. formules. Sauf qu'en fait, on maîtrisait très peu les coûts là-dessus. En fait, tu te rends compte que les gens prennent les trucs les plus chers dans les formules, tu vois? Quand, tu as l'option entre prendre un espresso ou prendre un latte au caramel chantilly, bon, bah, tu prends généralement le latte caramel Ouais, le chantilly, tu vois? chantier, ouais, 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 ouais. Hem et donc on a mis du temps avant de se dire: «Bah, en fait, peut-être que les formules, c'est ça qui nous fait perdre de l'argent». Parce qu'en réalité, il faudrait peut-être plus la mettre à 35, mais je sais pas si les gens paieraient 35. Ou un Et supplément donc on est passé justement, à la carte. ou un supplément pour les C'est ça, trucs, ouais, ouais. c'est ça. Et donc ce qu'on a fait, en fait, on est passé en menu à la carte. Donc en fait, tu sélectionnes ce que tu as envie de manger, tu payes ce que tu prends. Et ça, c'est à partir de là où on a commencé à avoir des bonnes marges, c'est-à-dire qu'on margeait entre 15 et 20 pour nous. Mmh. Hem Donc ce qui est plutôt pas mal. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ces 15 à 20 en réalité, ils couvrent certains mois où on était en perte parce qu'en fait, on a eu des galères avec des employés, on a dû prendre des extras qui coûtent plus cher et en fait, tu as plein de galères comme ça où tu as le four qui pète, faut le remplacer. Donc en fait, au final, tu te retrouves avec pas beaucoup d'argent. Pour être très honnête, à la fin du resto, on n'est pas ressorti avec beaucoup d'argent, on a fait un peu d'argent par rapport au temps investi. En fait, si j'avais pris un CDI sur toute la période, j'aurais gagné bien plus d'argent, tu vois? Mais bon, au moins on a eu une expérience, on a appris plein de trucs positifs et aussi, bah, on a la petite fierté, par exemple, bah, du coup, de l'employé que j'ai cité juste avant, Toura. On a fait une vocation, on a créé des liens avec certaines personnes. On a Tom qui était notre sous-chef, qui travaille maintenant au Ritz et qui est hyper fort. Non, Plaza, au Plaza. Ouais, c'est ça et voilà et on il y a eu plein de trucs positifs, mais c'était pas l'argent le truc le plus positif, tu vois? Ouais, c'est ça. Aventure, humaine incroyable, expérience incroyable, apprentissage incroyable et niveau de l'argent, c'était pas non plus trop ça. En fait, je pense que si tu veux faire de l'argent, vraiment de se dire: «OK, bah, je me mets plein d'argent dans mon portefeuille, grâce à la restauration», on aurait pu le faire en soi, Mmh. mais on aurait dû changer 2 choses. La première, c'était notre management. On aurait dû être un peu plus en mode, dictateur, si tu veux mon avis. Ce qui est un peu contre nos valeurs, donc c'est pour ça qu'on a arrêté. Mais tu vois, si on avait été plus dictateur, plus exigeant, tu vois? Si on rentrait dans la cuisine: «Allez plus vite, là c'est trop lent, c'est quoi ce truc?» En fait, c'est comme dans une cuisine en vrai normale, Bah, ouais, une ce vraie qui est un peu cuisine. triste, mais globalement, c'est la plupart des cuisines, c'est comme ça. Bah, Bah, ouais. peut-être qu'on aurait fait plus de chiffres, Mmh. mais on voulait pas et en fait, on s'est dit que c'était un bon side project à côté des études, de se dire, bah, qu'on a réussi à générer quand même 200 000 € de chiffre d'affaires. C'est énorme. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool, tout ça à côté des études et de l'alternance. Mais il y a un moment, il faut se dire: «OK, c'est quoi la suite?» Et c'est pour ça qu'on a arrêté en janvier 2025, donc là, il y a presque 10 mois. Ah ouais! Parce qu'en fait, on avait du mal à gérer le restaurant, au niveau des employés. On se voyait mal continuer dans un truc où, en fait, il faut changer et être un peu plus dictateur. Parce Ouais, qu'en fait, ouais, en ouais. réalité, les gens, parfois, ils sont pas honnêtes, tu vois? Tu as qui trichent sur les horaires, qui te volent, enfin, un peu relou, quoi. Mais bon, il y a plein de positifs quand même. Ça la plus grosse galère que tu as eue, c'était une des galères humaines quoi, en gros?
Ouais, bah, c'est clairement le plus dur. C'est clairement le plus dur. Alors qu'on essayait de faire mettre les efforts, mettre les trucs en place pour que tout le monde soit content, enfin, mais tu te rends compte que les gens, parfois, ils s'en fichent, tu vois? Ils sont pas forcément honnêtes et ouais, l'humain, c'était le plus compliqué, tu vois? Il y a un employé qui trichait sur les horaires. En fait, on a essayé d'ouvrir le soir. Bon, en fait, on a fait plein de choses avec ce restaurant, mais on a essayé d'ouvrir le soir avec une nouvelle carte et cetera. Et du coup, on a embauché un sous-chef qui était jeune, qui avait l'air d'avoir envie, qui s'est dit: «Ah let's go, ouais, moi j'ai jamais fait ça, mais je vais apprendre et t'inquiète pas, je vais gérer», tu vois? Et moi, j'étais trop content parce que pour moi, le plus important, c'est l'état d'esprit que juste le CV qui montre que tu as fait ça ou ça. Sûr. Et en fait, du coup, le soir, on mettait, une grille pour dire à quelle heure tu tu arrivé, à quelle heure tu pars. Ouais, ouais, comme au McDo, quoi, quand Comme tu ça, payes tu es ouais. autonome. Mmh, C'est ça. mmh. Sauf que là, tu es sur papier, donc tu notes un peu ce que tu veux. Et en fait, on a remarqué que le mec, il rajoutait 30 minutes, 1 heure à chaque fois et qu'il engrainait les autres employés, qui étaient là: «Ah, ouais, venez ce soir, on se rajoute tous 1 heure et tout», et en fait, relou, Ah ouais, relou. putain. Ça, Et tu sais, bah, c'est c'est un mec ouais. qui a ton âge, en fait, qui a ton âge, tu te dis: «Bon, on partage les mêmes trucs», genre, il jouait à LOL. Bon, moi, j'ai jamais joué à LOL, mais j'étais aussi un peu un gamer, donc on partage des trucs et tout, Mmh. Le mec, il et te ce baise. mec-là, il te trahit, voilà. Mmh. C'est un monde de ouf, hein. C'est un monde de ouf, mec, tu lui donnes à manger dans la main, le gars, il te prend le bras, tu vois? Alors qu'en fait, tu même pas une C'est ça, thune et tu comme lui, en fait. c'est ça, et en fait, tu sais, il y a vite ce truc où ils se disent: «Ah, le méchant patron, le restaurant, il est plein, il s'en met plein les poches». En réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est qu'on travaillait énormément, que à chaque fois qu'on avait un peu d'argent, pour te dire, on le dépensait pour les employés. Tu vois, typiquement, quand il y a un employé qui partait, on faisait un peu de départ, donc on payait le bar, on lui payait un cadeau avec notre argent du resto, alors qu'on se payait même pas nous-mêmes, tu vois? Et nous, ça nous faisait plaisir, tu vois, d'acheter, par exemple, Tom, qu'on adorait, qui est parti au Plaza Athénée parce qu'il a signé un CDI là-bas. Lui, on lui a acheté un beau couteau et tout, qui nous a coûté, je crois, 150 balles. Mais nous, ça nous faisait trop plaisir de le Bah faire, tu vois? ouais, c'est sa passion, le mec, C'est enfin, ça, il est là et maintenant il utilise son couteau, il est trop fier, il se dit: «Putain, ça, je me rappellerai toute ma vie, en fait». c'est ça, Ouais. exact. Donc voilà, c'est un peu décevant sur ça, mais c'est pas grave, c'est la vie, et tu vois, si demain je dois remonter un resto, je sais que en fait, peut-être que je dois instaurer le vouvoiement, peut-être que je dois mettre plus de process pour traquer certaines choses et cetera, tu vois? C'est très intéressant, en fait. Pourquoi je te pose aussi ces questions, par rapport à ça? Parce que dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui veulent lancer, leur business physique, de restauration. Et OK. c'est super marrant parce qu'on voit enfin, moi en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un vrai reboom de cette volonté de recréer, des choses physiques, des restaurants et cetera. Bien que ce soit super compliqué à notre période, surtout, je pense que tu le sais, de, d'entreprendre dans ce domaine et comme tu le dis, enfin, pour moi, à mon sens, je le vois encore avec des personnes de The Quest. Je sais pas si tu connais, Tom de Merci Internet? Tu vois, lui, c'était une galère sans nom. Le physique, il m'a dit: «C'est le milieu le plus difficile de tous». Hem, franchement, c'est quoi là, si tu avais genre, je sais pas, 5 conseils à donner à un mec là qui veut se lancer dans un fast-food, dans un restaurant ou dans un lieu physique, qu'est-ce que ce serait? Alors, déjà d'essayer de faire tous les postes possibles. Donc, comprendre ce que c'est le service, comprendre ce que tu cuisines, comprendre ce que c'est la plonge. Parce qu'en fait, l'arme la ultime, si tu veux pas dépendre de tes employés, c'est de leur montrer que tu es indépendant et que s'ils sont pas là, c'est pas grave, tu les remplaces en fait, que tu dépends pas d'eux. Donc ça, c'est le premier truc. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire assez rapidement, et comme ça, en fait, si tu as un employé qui est pas content, qui essaie de te la mettre à l'envers, tu fais: «Écoute, bah, c'est pas de souci, tu peux partir, la porte elle est ouverte. Moi, je reprends le relais et y a pas de souci». Parce que souvent, tu as ce truc qui va s'inverser où en fait, c'est l'employé qui va te mettre la pression et qui va te faire penser que, heu, tu dépends d'eux, énormément. Premier point. Deuxième point, je dirais que, hem, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, que c'est pas évident. Deuxième conseil, travail dur, enfin, va falloir se lever tôt, va falloir, faire, des trucs, désagréables, va falloir avoir mal au dos, si tu ouvres un restaurant parce que, bah, ça fait partie du truc. Troisièmement, heu, travaille beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'en vrai, c'est ce qui marche aujourd'hui. Fais du contenu, documente, ton ouverture, ton process et cetera. Ça, on l'a pas fait, mais je pense que c'est l'arme ultime aujourd'hui si tu veux déjà avoir une petite base, solide de clients. 4e chose, bah, essaye de faire des choses, qui sont bonnes, enfin, que tu mangerais toi et pas juste faire un truc pour l'argent, tu vois? Mmh. Heu et 5e chose, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Tac, tac, tac. Je t'avoue là, j'ai pas de 5e conseil. Peut-être s'entourer des bonnes personnes. Heu Ouais, je dirais s'entourer des bonnes personnes, mais ouais, même pas forcément en fait, parce que en réalité, tu es seul devant ton resto tout seul, tu vois? Genre,
même si tu t'entoures et qu'il y a des gens qui te conseillent, je pense que la finalité, bah, c'est toi qui es devant le fourneau, c'est toi qui dois assumer, dois faire les courses et cetera. Mais ouais, s'entourer des bonnes personnes, en vrai, pour qu'on te donne des conseils, qu'on te donne des retours d'expérience, ça peut être cool, tu vois? Genre, typiquement, s'il y en a qui veulent ouvrir leur resto et qui veulent me contacter pour poser quelques questions, c'est avec plaisir. Je sais pas si je suis la bonne personne, mais en tout cas, je peux te donner mon retour d'expérience là-dessus, quoi. Prendre des calls, en fait, avec des mecs qui l'ont fait. C'est ça, mais en fait, je pense que tout le monde te dira la même chose, c'est quand tu veux entreprendre, fais, tu vois? Essaye Ouais, pas de planifier, de faire, ouais. fais juste. Ouais, Voilà. on a ce problème-là, enfin moi j'ai remarqué ce problème avec, certains mecs de la commu, c'est qu'ils disent: «Ouais, je vais faire, je vais machin, je vais bidule», tu vois? Il y a pas, tu vois? Non, ouais, tu as l'idée, fais-le tout de suite. Vérifie, essaye de je sais pas, si tu as envie de faire un concept où tu fais des empanadas, bah, appelle des gens déjà, tu essaies de voir, qui connaît les empanadas, tu essaies de savoir si les gens trouvent ça bon, tu essaies d'en faire et tu les vends, je sais pas, dans la rue, Mmh. ou tu les fais goûter, tu vois? Genre, mais fais quoi, n'attends pas de planifier et n'attends pas d'avoir la situation parfaite pour le faire, sinon tu te lanceras jamais, quoi. Et comme tu l'as dit, marketing à fond, je sais pas si tu connais Groupomino? Je pense que tu dois bien connaître? Ouais, Grupo Mimo, bah, moi j'ai fait un stage dans une boîte qui s'appelle Light Kitchen qui était gérée par Edouard Osgui, donc Grupo Mimo. Ah! Et du coup, je discutais avec lui quand il ouvrait son premier Grupo Mimo. Hem, mais bon, je suis pas du tout proche de lui, hein. Ouais, ouais, J'ai ouais, fait ouais. 1 mois de stage, très rapide, j'ai parlé avec lui, 4-5 fois. Mmh. Hem, C'est un mais crack, ouais, Grupo Mimo, ils sont très forts. Ils sont très c'est forts, des ils cracks. font ouais. C'est dingue. 50 000 utilisateurs, enfin 50 000 abonnés sur Instagram en plein Covid, levée de fonds, pour ouverture de premier restaurant aujourd'hui, c'est première chaîne de restaurant, qui fait le plus d'essais en France. Incroyable. Non, c'est terrible, hein et franchement, ils ont trouvé le bon business model. Après bon, Edouard Zgui part pas de nulle part, enfin, tu vois? Il a pas ouvert un restaurant comme ça. Il a Emblème qui était une boîte, d'influence autour de la food. Donc, en fait, il sait très bien comment faire rayonner un restaurant. Bah oui. Et il avait Light Kitchen du coup qui était un business où, il sous-louait des cuisines. Donc même chose, Mmh. il comprend un peu ce que c'est une cuisine, comment tu peux la vendre, combien tu l'achètes, quel matériel et cetera. Donc, non, Edouard Zgui franchement très fort, dans ce qu'il fait, ouais. Bien. Écoute, du coup, tu m'as dit que janvier 2025, t'arrêtes, arrêtes, de faire des brunchs. Ça y est, C'est l'aventure ça. c'est fini. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Ouais, donc juste avant ça, en fait, il y avait un point où moi ça commençait à me saouler d'aller au restaurant. Parce qu'en fait, j'avais en tête toutes ces galères. Tu vois, on avait encore une sous-chef, je vais pas dire son nom au cas où, mais tu Mmh. vois, je savais qu'elle volait, mais je voulais Mmh. pas la confronter parce qu'en fait, la confronter, ça sert à rien. En fait, elle aurait juste continué ou elle aurait mal fait son travail. Donc on l'a confrontée une fois, mais en réalité, ça servait à rien parce qu'elle nous a menti alors qu'on avait des preuves que c'était faux ce qu'elle nous disait. Ouais, ouais, Et ouais. donc moi, ça me faisait chier d'y aller, de plus en plus. Je me disais: «Putain, c'est mon restaurant et ça me fait chier d'y aller parce qu'il y a des gens qui me baisent», tu vois? Et je le vois devant moi, tu vois? Mmh. Donc, un peu relou et donc on s'est dit: «OK, là on va dans un truc où ça nous mène à rien», parce que déjà on gagne pas énormément d'argent. Est-ce qu'on veut faire ça de notre vie? Est-ce qu'on veut ouvrir 5, 6, 7, 8 restaurants? Non, là je me vois pas le faire et donc on se dit: «OK, on prend la décision, on ferme». Décision difficile aussi parce qu'en fait tu licencies tout le monde. Tu dois prendre, tu dois vendre des trucs, machin, en fait c'est un peu relou et qu'est-ce qui se passe en janvier après? Bah, un peu le vide. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Sachant que moi, en janvier, du coup, j'avais déjà fini mes études en septembre d'avant. Donc en fait, ça faisait déjà 5, 6 mois que 5 mois que j'avais fini mes études. Mais en parallèle, je me renseignais beaucoup sur l'IA. J'y connaissais rien, je savais pas ce que ça voulait dire LLM, je comprenais rien à l'IA. Je sais pas ce que c'était, par exemple, vectoriser, enfin bref. J'ai commencé à me renseigner et donc bah, j'avais déjà commencé un side project à côté du restaurant qui a mené à rien, mais ça m'a permis d'apprendre à vibe coder. C'était un truc, pour faire en gros, j'étais un ops à côté, donc je faisais aussi de la freelance à côté du restaurant et j'avais une mission où je devais, refactorer toute une database sur Airtable et donc comprendre le lien, savoir ce qui est utile et pas utile, mais quand tu as des milliers de colonnes, c'est pas Mmh. évident Mmh. et donc j'ai fait un software qui me permettait de mapper automatiquement tous ces liens, et de comprendre en fait la dépendance, qu'est-ce qui a un lien ou pas? Qu'est-ce que je peux faire sauter? Comment je peux faire en sorte que la donnée elle elle est collée le plus rapidement possible et donc j'ai vibe codé un truc, mais c'était la première chose que je faisais. Ça m'a appris à coder, tu vois? Je savais pas ce que c'était un framework, donc j'ai appris, et je vais coder avec ChatGPT du coup. Fenêtre de ChatGPT et c'était à l'époque où il était pas encore hyper bon, tu vois? Genre je crois que c'était 3.5 et donc il était un peu con, donc fallait à chaque fois dire chaque étape, prendre le temps. Tu voulais rajouter un bouton, il comprenait pas quand tu disais: «Mets le bouton plus à gauche», bah ça il comprenait pas, Ouais, tu il vois? comprenait pas, ouais, ouais. Heu, donc voilà, donc à partir de là, j'avais, clairement une route directrice, c'est-à-dire que je voulais me renseigner un peu plus sur l'IA, je voulais faire du software et à partir de mars,
En fait, j'ai postulé pour Antler, qui est une sorte de, hem, résidence pour entrepreneurs pour trouver un cofondateur, qui Mmh. était à Amsterdam du coup, parce que je déménageais à Amsterdam Oui, je et me j'ai été souviens. refusé. OK. Ouais, j'ai été refusé et parce qu'il me disait que mon idée c'était de la merde, mais en vrai il avait raison, tu vois? Parce que même moi je savais pas à quel problème je répondais, tu vois? Hem et en fait, même les gens, qui ont ce problème s'en foutent. Donc bon, tu résous un mauvais problème et je me suis dit: «OK, bah, je vais essayer un nouveau truc qui est, le recouvrement». Tout simplement parce que j'ai fait du recouvrement pendant mon alternance, donc j'appelais des clients pour leur dire: «Salut, machin, tu pas payé ta facture, est-ce que tu peux payer s'il te plaît?» C'est un peu plus complexe, généralement, ça crée un peu plus, généralement il y a un peu plus de négociations, généralement voilà, il y a plus d'allers-retours, Compliqué. mais c'était ça l'idée et voilà, j'ai décidé de me mettre à fond, mi-mars sur ce projet, hem, mi-mars du coup 2025 et et donc j'ai vibe codé un prototype en 2 3 semaines. Je suis allé à mon premier event et cetera. Je l'ai montré, les gens ont dit: «Putain, mais c'est vraiment pas mal» et c'était vraiment au tout début du vibe code. C'est-à-dire qu'il y avait encore, je dirais, personne qui était non codeur, qui avait déjà fait un truc qui marchait, tu vois? Ouais, Et je ouais, l'avais bien sûr. montré d'ailleurs à un mec de The Quest, Romain, Ouais, Romain qui fait, Courtois. Git Ingest et cetera. Ouais. On était au même event, je lui ai montré, il fait: «Putain, c'est quand même solide pour un non dev et tout, en vrai, tu pas besoin de dev, vas-y, genre, let's go» et en plus, bah, ça avait enfin, je le connaissais pas encore, très bien parce que c'était la première fois que je le rencontrais, mais ça avait l'air d'être quelqu'un qui s'y connaissait parce qu'il a fait Git Ingest, qui a un repo GitHub, qui a eu plein de stars et cetera et voilà, je me suis concentré là-dessus à fond. Je sais pas si tu veux que j'approfondisse, si tu as des questions spécifiques, mais Bah, moi, j'ai une question avant qui est plus de l'ordre, personnel. Pour toi, c'est quoi le hard skill aujourd'hui à maîtriser? Parce que tu vois, on parle de vibe coding et cetera. Hem, je pense que c'est ultra intéressant de savoir, toi, pour toi, c'est quoi le truc qu'il faut maîtriser en 2025 si tu veux lancer, ton entreprise? Et après, on va hem approfondir sur Freestyle. Ouais, c'est une question un peu difficile parce que moi, je suis partisan, d'une théorie qui est assez simple, c'est que n'importe quel humain peut apprendre ce qu'il veut, tu vois? Faut juste, vouloir, Ouais, bien faut se sûr. poser et vouloir apprendre. Heu, donc je sais pas s'il faut un hard skills très spécifique aujourd'hui pour se lancer. Je dirais que c'est plus un soft skills qui est de, bah, faut se lancer, il faut vouloir y aller à fond. Hem Après un hard skills qui peut être intéressant, si on considère le vibe coding comme un hard skills, moi je trouve que oui, c'est hyper important aujourd'hui parce qu'en fait, ça te permet de lancer un prototype assez rapidement, d'itérer, de comprendre, enfin pas de dépendre de quelqu'un aussi. Tu vois? Typiquement moi en tant que, profil non technique, bah, je peux essayer de faire des customer discovery, comprendre, hem, est-ce qu'il y a un vrai problème et à partir de là, lancer un petit MVP très rapide en me concentrant 1 ou 2 semaines là-dessus, hem et commencer à essayer d'avoir un peu de traction des users sans avoir quelqu'un de tech pour ensuite pouvoir attirer les meilleurs profils tech. Parce qu'en fait, forcément, si tu arrives, et tu vas avoir un profil tech qui est très bon, tu lui dis: «Ah salut, j'ai juste une idée». Bon, il va te dire: «OK, tu gentil mon coco». Alors que si tu viens, tu dis: «Bah, j'ai fait des customer discovery, j'ai un MVP, j'ai des users qui valident ma problématique et j'ai de ton traction». Bah, là, tu peux potentiellement embarquer des profils qui sont techniquement un peu meilleurs, tu vois? Mmh, ouais, Je sais pas si ça complètement. répond à la question du hard skills, du coup? Ouais, ouais, bah, ouais, ouais, en gros, toi, pour toi, hein, le hard skill qu'il faut avoir, c'est, être capable d'actionner sans se poser de questions et d'être capable d'apprendre, à apprendre. C'est ça, apprendre à apprendre et du coup aussi, peut-être pencher un peu sur le vibe coding que je trouve vraiment cool, tu vois? Ça, du coup, c'est plutôt un skill à en devenir, à maîtriser, quoi. Ouais, OK, clair. Du coup, avant de replonger dans le TI, j'ai 2-3 questions, pareil de l'ordre perso. Hem, toi, c'est quoi ton drive profond? C'est quoi le truc qui te fait te lever tous les matins, qui te dit: «Putain, là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'y aller» et comment tu l'as trouvé? Je dirais que c'est un peu un objectif de vie. J'aimerais en fait atteindre un niveau de vie où bon là, c'est un peu peut-être, prétentieux ce que je veux dire ou je sais pas, mais c'est pas grave, je m'en fous. En fait, j'aimerais être la personne dans le monde qui a le meilleur ratio entre plusieurs points. Le premier c'est la richesse, le deuxième c'est l'intelligence. Le troisième, c'est le bonheur, que tu as avec ta famille et cetera et quatrième, c'est le fait d'être assez sportif et j'aimerais être l'être humain sur terre qui a les points les plus élevés sur les 4 axes, tu vois? Et David donc pour Goggins. ça ouais, bah, c'est ça et en fait, pour moi, c'est assez simple, c'est que si tu veux te concentrer sur le bonheur de ta famille, sur le fait d'être intelligent, donc aussi, se cultiver et cetera et sur le sport, bah, il faut un peu d'argent, tu vois? Et donc je me fais ma propre levée de fonds pour pouvoir me concentrer ensuite sur ces 4.
enfin les 3 autres points, tu vois? En fait, C'est un tu peu vois ta vie ma comme ma une levée de vision. fonds. Ouais, bah, c'est ça en fait, je me dis que si demain, je peux rapidement, vendre une boîte pour avoir assez d'argent pour me concentrer sur d'autres points que juste générer de l'argent, ça pourrait être vraiment cool, tu vois? Donc c'est un peu mon drive. C'est plus perso que: «Ah, j'ai envie d'aller sur Mars» ou «J'ai envie de résoudre ce problème dans le monde». Hem, non, c'est plus en mode je me dis: «Bah, si demain j'arrive à générer une grosse somme d'argent, ça me permettrait de me concentrer sur d'autres points importants, tout en continuant l'entrepreneuriat parce que c'est ma passion, parce que j'adore ça», tu vois? Mais voilà. Parce que, oui, faut préciser pour les gens qui nous regardent, évidemment, il a un drive monétaire, mais avant tout, ce qu'il fait, c'est ça le prend aux tripes, tu vois? Enfin, ça te prend aux tripes et c'est je pense que ce qui le fait lever tous les matins, c'est de se dire qu'il va créer des choses avec de l'impact et derrière, ce qui lui donne envie de créer des choses avec de l'impact, c'est le résultat, je C'est pense. ça. En fait ouais, clairement. Bah, en fait, tu as clairement les 2. Franchement, je suis drivé par l'argent, pour être très honnête, mais je suis aussi beaucoup drivé par ce que je fais. J'adore, apprendre, donc bah, quand tu entreprends, tu fais qu'apprendre toute la journée en réalité, hem et j'adore, créer des choses, faire des choses, et je pense j'ai peut-être un truc un peu maso, mais j'aime bien me prendre, des baffes aussi dans la gueule, j'en sais rien, parce qu'en fait, quand tu entreprends, tu es obligé d'aimer ça, Tu obligé. Bah oui, les hauts et les bas et bah oui. De voilà. toute façon, C'est ça, il y a c'est souvent, la ligne du chaos, c'est tout en bas et là, il faut pédaler, il faut pédaler, il faut pédaler parce que si tu pédales pas, c'est ça, c'est la mort. C'est mort. c'est ça, OK, exact. très clair. Du coup, toi, tu as beaucoup changé de projet jusqu'à arriver à Kitchen. Comment faire preuve de résilience et comment cette résilience peut t'apporter, du coup, ton projet? Hem Ah, c'est une bonne question et je t'avoue que j'ai pas la réponse. C'est-à-dire que j'ai pas de méthode pour être résilient ou autre. En fait, je dirais juste que je suis tellement attaché à l'entrepreneuriat et au modèle de vie que j'ai envie d'atteindre que même quand je suis au plus bas, tu vois, là, en ce moment, je t'avoue que c'était un peu compliqué parce qu'on pourra revenir sur qui j'étais et que Mmh, là, mmh mh. récemment, c'était pas le plus évident. Mais globalement, je sais pas, en fait, j'aime ça et je me vois pas faire autrement, tu vois? Ouais, C'est plus ça. C'est-à-dire que je me réimagine quand j'étais en alternance chez Malou. Bon, certes, j'étais alternant, donc il y a sûrement des jobs qui sont quand même mieux et cetera, mais j'avais un bon poste d'alternance, je faisais quand même des trucs cool et cetera et je me disais: «Mais en fait, est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai envie de travailler toute la journée pour le rêve de quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai envie de faire tout le temps les mêmes missions toute la journée?» Parce qu'en fait, le concept d'être un employé, c'est assez simple. C'est qu'on te paye pour faire une mission qui mais bien. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais souvent les mêmes missions parce qu'en fait, tu sais bien les faire bah, et ouais. donc en fait, tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes d'évoluer et est-ce que j'ai envie de faire ça? Non, pas trop. Franchement, ouais, très bien répondu. Très, très bien répondu. Ouais, non, nickel, hein. C'est OK, cool. ça, hein, c'est en fait, tu te dis juste que tu vas atteindre tes rêves et tu te dis que s'il y en a il y a un des rêves, enfin, il y a un des obstacles sur le chemin qui est là, bah, en fait, tu vas juste le sauter et avancer encore C'est jusqu'à ce ça, que tu trouves tu sais, le trousseau de clés, tu vas tester chaque clé une par une jusqu'à trouver celle qui te c'est correspond. ça. Et après pour prendre, tu vois, si on reprend l'image du trousseau de clés, tu vois, pour prendre l'autre clé, et réessayer une nouvelle clé, je t'avoue qu'il y a aussi, bah, tu vois, la famille, mon entourage qui m'aident pas mal. C'est-à-dire que, bah, j'ai ma copine qui me dit: «Allez, je sais que tu vas réussir, continue». J'ai mes potes qui me disent: «Ouais, c'est sûr que tu vas réussir, continue», tu vois? Donc tu as quand même un truc où mon entourage me dit pas constamment: «Ah, trouve un CDI, sale merde», tu vois? Donc ce qui est C'est vrai que c'est pas mal quand même quand on entreprend, donc ouais, c'est clair. c'est ça, Du coup, Kish donc ça arrive, en mars 2025, tu m'as dit, c'est ça? c'est ça, Recouvrement avec de l'IA parce que tu travaillais dans une boîte et tu avais des recouvrements. Comment ça se fait? Hem, c'est quoi l'évolution? D'où tu pars et où est-ce que tu es arrivé? du coup. Déjà, je pars avec une base qui est assez simple, c'est que je sais que je peux réussir à vibe coder quelque chose. Donc, tu vois, j'ai la confiance de pouvoir faire quelque chose et en 1 ou 2 jours, j'arrive à faire un prototype sur Eleven Labs très simple où tu discutes avec un vraiment le truc qui prend normalement 30 minutes. Mais bon, vu que j'y connaissais rien, ça a pris un peu plus de temps et aussi qu'avant, c'était pas aussi simple de connecter un appel téléphonique, parce qu'il fallait avoir son propre C'est serveur. Maintenant, compliqué, c'est hein? plus trop le cas, bon bref, Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Et du coup, je vibe code un petit truc et en fait, je vois que, bah, ça marche. Genre, je trouve ça cool. Je continue, je montre ça à des gens, ils trouvent ça intéressant. En fait, ils trouvent que le use case est intéressant parce qu'on était à un moment en mars où on parlait beaucoup de RH avec de l'AI et on parlait beaucoup de SDR avec de l'AI. Momentum. Mais le use case recouvrement, on n'en parlait pas trop. Et je vais à un événement du coup où j'ai rencontré aussi Romain et je me rends compte que les gens, ils trouvent ça plutôt cool, tu vois? Mais ils sont pas hypés de fou parce qu'en fait, c'est un use case, genre le recouvrement, c'est pas sexy. Mais tout s'accélère assez vite parce que, je rencontre des gens qui trouvent ça cool, qui me poussent.
je fais des calls avec certaines personnes et il y en a un qui me dit: «Ah, je vais mettre un ticket et tout, je vais investir dans la boîte» et pas juste investir 10 000, tu vois? Il voulait investir une somme autour de 100 000 et donc je me dis: «Ah ouais, tout s'accélère» et c'est assez cool, tu vois? Et donc je me dis: «Putain, faut que je trouve un cofondateur rapidement» parce qu'en fait, c'est assez simple, si tu veux lever des fonds, généralement, tu peux pas le lever seul. J'aurais pu lever avec ce business angel, tout seul dans le enfin, dans le comment dire? Dans le scénario où j'ai envie de faire une boîte qui a de l'impact avec, une grosse boîte et cetera, c'était peut-être pas la meilleure strat et heu et donc je me mets à la recherche d'un cofondateur technique, pendant assez longtemps, mais je pense que je fais ça mal parce que, heu, j'aurais dû me focus à 100 là-dessus et en fait, en parallèle, j'essayais de trouver déjà des clients, j'essayais d'améliorer le produit et j'ai pas fait les trucs bien, mais tout s'accélère quand même, je finis par pitcher à l'Assemblée nationale quelques mois après, donc assez cool. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Hem, c'est ça, on s'est Mmh. rencontrés là-bas à un petit event, donc c'était un pour donner du contexte, c'était une asso qui s'appelle, Unite. Je crois que c'est une asso, autour de l'IA qui a été créée à l'ESSEC, si je dis pas de bêtises, mais Ouais, par plusieurs écoles ouais, c'est ça. et ils ont créé un programme qui s'appelle Ignite. Donc il y avait 3 workshops avec, l'un avec Dust, qui est une boîte dans l'IA pour créer des agents IA. L'un avec, Exa, qui est une sorte d'incubateur, de boîtes. On sait un peu plus que ça, puisqu'en fait, ils créent les boîtes, ils valident les idées et ils trouvent des cofondateurs pour les exécuter. Et la troisième, c'était, Kima, qui est un fonds d'investissement, et on a eu le droit d'avoir une petite intervention par, Jean de la Roche-Brochard, qui est, un peu une figure emblématique en France sur, le Le venture VC. capital. Ouais, ouais, bien sûr. C'est ça. Et donc j'ai eu l'opportunité de pitcher à l'Assemblée nationale, ce qui était assez cool. Premier exercice aussi où je pitchais, devant plusieurs personnes et en fait le pitch c'est pas qu'un travail, autour, de la parole, c'est aussi un travail sur, OK, qu'est-ce que je vais dire? Quels sont les éléments importants et ceux qui sont pas importants et comment je structure ma pensée et cetera. Donc plutôt intéressant et c'était vraiment sympa. J'ai mon chat qui revient, désolé, le chat. Et voilà et après ça s'accélère aussi. Je suis pris à Station F avec le programme Pioneers. Je suis pris aussi ensuite à Entrepreneur First pour le programme The Bridge et tu as tout ce truc où en fait, tout le monde tu tout content. Mais en fait, au final, la réalité, c'est que je faisais toujours pas d'argent avec Kishtai. Et c'est ça qui me chagrinait le plus au fond de moi, parce qu'en fait, c'est cool d'avoir plein de labels et je suis content, d'être à l'Assemblée nationale, mais en réalité, je m'en fous, tu vois? J'aurais préféré dire que C'est que du j'ai une boîte statut. qui a fait beaucoup d'argent. Ouais, c'est que du statut, c'est que des posts LinkedIn, mais en réalité, hem, bah, ça te génère pas d'argent pour ta boîte, même si c'est cool et voilà, comment je peux structurer ça? Je sais pas, mais tout est allé très vite, j'ai appris plein de choses, je suis trop content de ce que j'ai dev, des gens que j'ai rencontrés et cetera. Hem, mais bon, parfois, il y a des bonnes choses qui ont une fin. Et ça s'est fini récemment, il y a une semaine. J'ai décidé d'arrêter Qishtai, parce que en fait, je pense que le seul avantage compétitif dans ce marché, dans le marché du recouvrement avec de l'AI, Mmh. c'est la rapidité et Carrément, ouais. j'ai pas eu cette rapidité par rapport aux compétiteurs. Donc j'aurais pu, continuer en France et cetera, essayer de trouver certains clients, mais je me dis que à quoi bon? Parce que j en fait, en gros désolé, je me perds un peu dans. Non, vas-y, c'est t'inquiète. Ouais, je me suis focus sur le marché en France, avec les banques et cetera, mais le marché français, ça prend du temps. L'AI, c'est pas encore, hyper démocratisé et encore moins le voice AI. Alors je suis allé aux États-Unis et aux US, ça prenait plus, les gens étaient quand même beaucoup plus intéressés, c'était beaucoup plus généralisé, il y avait plein de boîtes dans le voice AI pour le recouvrement, mais malheureusement, on n'a pas été assez rapide et voilà Vous avez pas pris et la part de marché avant, avant tout le monde. c'est ça et en fait, du coup, si tu pas cet, élément, en fait, déjà, c'est très dur de lever des fonds, Complètement. hem Surtout dans la et même conjoncture si tu actuelle l'as. même. C'est ça et Mmh. même si tu l'as 2-3 mois après, c'est-à-dire que si dans 3 mois on avait un peu de MRR et cetera, la réalité c'est qu'on avait beaucoup moins de MRR que des concurrents qui l'ont eu hyper rapidement et donc ce qui prouve qu'on était peut-être pas les meilleures boîtes. Et tu te Qu'est-ce fatigues qui aussi. explique ça? Toi aussi, tu te Bah, fatigues. tu te fatigues. Bah Tu te oui. fatigues de dingue, tu travailles sur un truc où en fait j'ai eu plein de green flag. Tu vois, par exemple, j'ai eu un rendez-vous avec la banque postale, ils étaient 6 directeurs dans la même pièce pendant 1 heure et demie. Et ça, tu dis: «Putain, c'est trop stylé, 6 directeurs, directeur général, directeur financier, directeur data, qui m'accordent 1 heure et demie pour un premier meeting». Donc tu te dis: «Putain, il y a un intérêt». En fait, tu y vas, tout content, tu vois? Parce que tu es fier de toi et en fait, tu te rends compte qu'ils t'ont pris 1 heure et demie de ton temps pour, juste de la curiosité, que eux ça leur faisait plaisir de remplir leur calendar parce que dans tous les cas, la banque postale, jamais elle prendrait une solution comme ça pour 2 raisons. C'est que le pipe de vente, il dure entre 18 et 24 mois avec eux. Et la deuxième chose, c'est qu'ils internalisent la plupart de leurs outils, donc en fait, ils vont dev leurs trucs en interne.
Et moi, j'étais venu d'Allemagne parce que je faisais le programme Entrepreneur First. Je suis venu d'Allemagne juste pour ça. Et un peu relou. Mais bon, c'est la vie. Mais j'ai eu pas mal de green flags comme ça et en fait, tu te rends compte quelques mois après que finalement non, c'est pas du tout un green flag. J'ai travaillé aussi, j'ai fait genre 6 ou 7 meetings avec une entreprise qui s'appelle Addy, qui est une, entreprise de microcrédit, qui a pas mal d'employés, pas mal d'agences et cetera. Vraiment une grosse entreprise, tu vois? Ils avaient un pôle recouvrement avec 25 employés qui Mmh. payaient, bah, à faire des appels. Mmh. Et 7 meetings, je sais pas, une trentaine d'emails échangés avec plusieurs directeurs, machin, pour au final qu'ils me disent: «Ah non, mais en fait, on veut pas», tu vois? Et bah, ça fait partie du truc, tu vois? Mais c'est toujours un peu frustrant. Voilà. OK, et qu'est-ce que tu aurais fait, là, si tu avais 3 choses à modifier, heu, on va dire pour Make It, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Après, c'est très facile, tu vois, de revenir dans le passé, mais je dirais que en fait, ce que j'aurais dû faire, ce qui est peut-être pas la version la plus sexy pour les levées de fonds, en fait, c'est me faire confiance, me dire: «OK, j'ai pas besoin de cofondateur pour l'instant, je peux y aller en bootstrap» et je me concentre sur une seule chose, c'est signer. Hem Sauf que du coup, je me concentrais pas sur ça. Je me concentrais plus sur: «Ah, quel gros nom je peux avoir? Quel cofondateur? Machin, quel truc?» Et en fait, c'est idiot, tu vois? J'aurais dû juste me focus, m'enfermer dans une pièce et essayer de signer. Après, il y a des trucs que j'aurais pu refaire, mais que j'aurais pas pu anticiper. Tu vois? Typiquement, quand on s'est focus sur le marché aux US, on s'est dit: «Ah, la bonne niche, c'est d'aller vers des agences de recouvrement», tu vois? Parce qu'on avait fait quelques customer discovery, mais pas assez. Mais quelques-unes qui nous ont dit: «Ah, putain, ils sont intéressés» et cetera. En fait, on s'est focus 2 3 mois là-dessus, pour rien. Pour 2 raisons, c'est qu'en fait, ils sont pas du tout outillés technologiquement, les agences de recouvrement aux US, première raison. Deuxième raison, c'est que en fait, ces boîtes-là, elles sont régulées par la TCPA, qui en gros régule les appels téléphoniques et tu peux pas faire des calls outbound, avec de l'IA si tu as pas le consentement de la personne et souvent les agences de recouvrement n'ont pas le consentement de la personne. Donc en fait, l'idée là, elle tombe par terre. Ballot, Voilà, bah, tu ouais, vois? ouais, Elle tombe à l'eau. Donc mais ça, on n'aurait pas pu vraiment l'anticiper. Ce qu'on aurait pu faire, c'est plus de customer discovery, mais même chose, question de timing. C'est-à-dire que en gros, pour, récap l'histoire, en juillet, je commence, Entrepreneur First, le programme The Bridge, qui est un programme où en gros, on est dans un château en Allemagne et on est enfermé et le but, c'est de trouver un cofondateur là-bas. À partir de la troisième semaine, j'ai toujours pas de cofondateur. J'ai essayé avec certaines personnes et cetera, mais ça me matchait pas trop et parfois, c'était des cofondateurs techniques et je me sentais, plus fort qu'eux techniquement, donc un peu con. Ouais, ouais, ouais. Hem Et il y avait la barrière de la langue aussi parce que j'étais le seul, français. Bon, il y avait d'autres francophones, il y avait deux trois francophones, mais j'étais le seul français Ça, c'est relou, hein. et c'est dur, en fait, de Ouais. communiquer en anglais parce que j'étais pas hyper fort en anglais. Mais ça Donc t'a ça, c'est beaucoup mon gros aidé? learning. Là, il faut que je me concentre. C'est ça. Bah, ça m'a aidé et maintenant je sais que ma prio là, c'est d'être bilingue en anglais. Ouais, 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 ouais. Hem, Je suis marrant, je suis sur la même scène que SideQuest là, en ce moment. ah, trop drôle. Ouais, Ouais. bah, en vrai, c'est hyper important, tu vois? Parce que j'ai été aussi à SF et en fait, je me dis que le fait de pas parler très bien anglais, ça Mmh, me ferme tellement de portes, mmh. notamment sur le fait que les gens, quand ils te parlent, ils voient pas forcément ton intelligence. Je dis pas que je suis un Bah, ouais. génie, je dis Non, juste non, tu que raison. quand je parle en anglais, j'ai l'impression enfin les gens ont l'impression que je suis un idiot, tu vois? Ce qui est un peu Bah oui, relou. parce que tu cherches tes mots, tu là, tu C'est ça. bégayes, tu fais des Tu fautes de pas les bons grammaire. mots, Ouais, bah c'est oui, ça, et les mecs ils disent: «Ouais, vas-y, c'est qui ce bouffon?» alors qu'en vérité, tu parles en français, tu les broies les mecs, tu vois? Enfin, faut pas faut dire la vérité, et c'est ultra frustrant pour un mec, comme toi ou comme moi qui, en vérité, ça va, je me débrouille très bien en anglais. J'ai pas un anglais parfait, mais ça me fout le seum des fois d'être là en mode: «Putain, je cherche mon mot et tout», c'est les ça. mecs, tu vois? C'est complètement, complètement. Donc un peu relou et du coup, pour revenir à ça, j'ai pas trouvé de cofondateur et au bout de la troisième semaine, je me dis: «OK, je vais me mettre avec un pote que je connais très bien, qui est un profil business par contre, et le but, c'est qu'on signe», tu vois? Là, on se focus, il y a pas de machin et donc on avait, 3 semaines, il nous restait 3 semaines pour signer. Sauf que signer des gens en 3 semaines, des agences de recouvrement, c'est hyper court, heu et du coup, on les pressait, on a un peu broyé la customer discovery, on s'est dit: «OK, let's go». En fait, on va direct essayer de vendre et on a eu des personnes intéressées, mais sauf que en fait, il fallait en 3 semaines faire des calls avec eux, la démo et leur envoyer un contrat où il y avait un MRR dessus et leur dire: «T'inquiète pas, juste signe s'il te plaît», tu vois? Et qu'on verra ça quand le produit sera lancé réellement, tu vois? Hem et donc on a fait enfin, on a fait des erreurs, mais même chose, ça, c'est une question en fait de timing, tu vois? J'aurais pu faire les choses autrement, mais il y avait des éléments externes qui ont fait que, bah, on a pris ce choix-là et pas un autre. Heu, OK, donc du coup, les 3 choses, c'est, 1, te concentrer plus sur toi, te faire confiance, et t'en battre les couilles d'avoir un co-founder et juste d'essayer de sales à fond. 2, c'est ça.
te focus sur le bon marché, sur le bon segment de marché et pas justement aller, chercher, des gros clients ou aller jouer le statut. C'est Et ça. 3, c'est vraiment, aller directement straight to the point et pas te poser de questions et juste, essayer d'avoir le max d'informations, marché possible. C'est ça, c'est ça. Hem, Après j'ai pris, enfin, on a pris certaines décisions, c'est comme ça, tu vois? Et en vrai, on est aussi content parce qu'on a appris, tu vois? Enfin, on a fait mass cold call, on a discuté, on a fait pas mal de meetings avec des Américains et cetera, donc c'était la première fois aussi que j'essayais de vendre à un Américain, donc c'était cool. C'était cool, mais effectivement, en fait, le fait qu'on ait pris la mauvaise direction, par exemple 3 mois sur les agences de recouvrement et à peu près 2 mois sur le secteur bancaire en France, en amont, bah, en fait, ça m'a fait perdre facile 5 mois, alors que d'autres se sont concentrés sur ce qui marche, c'est-à-dire le créditeur original, donc les boîtes qui ont besoin de recouvrement en interne et heu et qui se sont concentrés là-dessus. Ils ont levé de l'argent, tu vois? Murphy en Europe a levé 15 millions pour ça. Il y a des boîtes aux US qui ont levé 60 millions pour ça. Tu as plein de boîtes à eux ici qui ont de l'attraction. Mais nous, on s'est concentré sur le mauvais truc parce qu'on s'est dit: «Ah, si on se concentre sur eux, on va être un peu enfin, on va se différencier parce que c'est plus dur légalement et cetera Bien de sûr, faire du recouvrement pour une agence que pour le bien sûr, créditeur original». bien sûr. Mais mauvaise strat. Mais bon, c'est la vie, c'est la vie. Plus important, c'est ce que je disais à Martin, la semaine dernière. Je disais en fait, un échec, tu en deviens un que quand tu le conscientises et par contre l'échec devient un apprentissage que quand tu sais ce que tu aurais dû faire et que tu dois pas Mmh, refaire. c'est ça, c'est ça, clairement. Et donc maintenant, je pense que je ferai plus de customer discovery effectivement pour, trouver le bon marché. OK. Hem, il nous reste quoi? Il nous reste une quinzaine de minutes. J'ai encore deux trois petites questions après, je te libérerai. Toi, tes parents, ils ont T'inquiète. réagi comment quand tu leur as dit que tu voulais entreprendre, et pas passer par la case salariat? Ouais, alors au début, j'ai entrepris en parallèle de mes études, donc resto. Donc tu avais ce truc où en fait, tant que j'avais mes notes et que j'allais en course, ils s'en fichaient. Mais dès que je leur disais: «Ah, je vais drop out, et tout», là, ils étaient là en mode: «Non, non, mon coco, fais de l'argent». En vrai, ils avaient bien raison, tu vois? Je pense qu'ils avaient bien raison, de faire de l'argent, d'avoir une boîte et ensuite tu drop out s'il y a vraiment un truc, mais si tu Mmh. rien, en fait, c'est un drop out. Mais donc au début, ils l'ont pris en mode, ils s'amusent, tu vois? Tant mieux. Et en fait, au fur et à mesure, ils ont vu que j'étais plutôt vraiment impliqué, que quand je faisais les choses, j'essayais de bien les faire Ouais, ouais, ouais. et que je faisais pas ça juste pour dire: «Ah, je suis un jeune entrepreneur». Enfin, je faisais ça parce que vraiment, je voulais le faire. Et donc assez rapidement, ils se sont dit: «OK, je pense qu'il peut entreprendre», et ils étaient plutôt d'accord avec ça. C'est-à-dire que, bah, à la fin, en septembre 2024, quand j'ai fini mes études, je leur ai dit: «Bah, je vais prendre, au moins 1 an pour entreprendre et essayer». Et ils étaient: «OK, bah, tu fais comme tu veux dans tous les cas». Bon, enfin, mes parents ne me payent plus rien, donc dans tous les cas, c'est moi et mes problèmes derrière, donc voilà. Là, tu as un job en parallèle? Alors je faisais un peu de freelance, j'ai pas du tout de job. Je fais aussi un audio guide pour un musée, voilà, mais globalement, j'ai pas de job, non. J'ai pas de job. J'ai de la chance d'avoir le chômage, du coup, je Trop l'avoue, bien. parce que, bah, j'ai fini mon alternance qui est un CDD, du coup, tu as le droit au chômage. Donc je suis au chômage et j'essaie de me concentrer à fond là-dessus, quoi, sur l'entrepreneuriat. OK, clair. C'est quoi la prochaine étape là pour toi? Bah, mmh, ça, c'est la grande question, tu vois? Et il y a plusieurs chemins possibles. C'est Je me dis: «Est-ce que je continue l'entrepreneuriat?» Mmh. Mais arrêter, c'est peut-être échouer, tu vois? Je sais pas. Soit je trouve un job en tant que, bah, 1er employé ou quelque chose comme ça dans une start-up que je peux admirer avec des cofondateurs, sympas, tu vois? Avec, une Mmh. grosse expérience. Ouais, bien sûr. Mais ça me ferait chier aussi de faire ça. Ouais. Hem Et aussi que ça va être très compliqué pour moi de trouver un travail comme ça parce que pour l'instant mon anglais est pas très bon, Mmh. et si je rejoins une boîte comme ça, c'est plus une boîte, peut-être américaine à San Francisco ou quelque chose comme ça. Mmh. Et sinon, bah, essayer de remonter une boîte. Là, je travaille sur quelque chose, pour être très honnête, depuis 3 jours, heu et C'est j'y ce vais un dont peu on tête avait parlé la baissée, on dernière verra fois? bien. Je sais plus de quoi on a parlé, tu peux le dire si tu veux, c'était Vidéo quoi? AI, machin pour les intros? Ah! Ouais, non, ça du coup, c'était avec mon ancien enfin avec le cofondateur avec qui on avait fait Quiche TI à partir de mon pote business, en fait. Finalement, j'ai dit: «Bah, en fait, ça sert à rien», genre, pour le coup, on est vraiment 2 profils trop similaires. Je te Mmh. laisse l'idée, fais-le. Donc non, ça, j'ai pas continué plus longtemps, même si j'avais fait un OK. proto qui marchait plutôt bien. Trop cool. Hem, qu'est-ce Après, j'ai essayé d'explorer une autre idée, pour être très honnête. Même chose, tu sais, j'essayais d'aller très vite. En gros, je me suis dit: «Si je mettais des caméras sur des chefs de cuisine et des sensors»,
est-ce que ça me permettrait d'avoir une data hyper bien, donc de voir dans l'espace comment les mains bougent et cetera, pour entraîner les robots humanoïdes derrière? Parce qu'on a vu Neo et cetera, Ouais, ceux-là, ils sont encore très nuls et ouais. je me dis: «Est-ce que peut-être que c'est l'élément manquant, c'est la data, qu'on n'a pas assez d'un chef en POV qui cuisine avec, heu, l'emplacement de ses mains dans l'espace?» Bon, j'ai vite répondu à ma problématique, c'est nul comme idée parce qu'en fait, les robots humanoïdes ne s'entraînent pas réellement comme ça. En fait, tu les entraînes quand tu le téléopères, c'est ce qui marche le mieux, donc c'est un humain qui contrôle le robot à Avec des distance. gants, spécifiques, il bouge, C'est ça, lui-même et ouais, 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 bien sûr. Mais en c'est vrai, ça ça peut tu et vois, par exemple ça peut être une super bonne intuition de prime abord. Moi, le truc, tu me dis ça, puis après tout de suite, tu dis: «Ah mais en fait, c'est vrai que ça se passe pas comme ça», tu vois? Et en fait, c'est ça, c'est ouais, qu'il faut vite savoir, rebondir. Bah, vas-y, continue, ouais. c'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je savais pas comment ça se passait parce que je suis pas issu de la robotique. Par contre, je suis issu de la restauration, donc je comprends que, la restauration, c'est pas évident. Tu vois, tu as plein de gestes techniques et cetera et du coup, ce que j'ai fait, ça peut être intéressant pour les gens qui écoutent ce podcast, mais j'ai direct envoyé plein de messages LinkedIn à des gens que je trouvais chauds dans la robotique, donc dans des boîtes de robotique humanoïde. Et j'ai eu des calls très rapidement, genre en 48 heures, en fait, j'ai pu, résoudre et savoir que mon idée, c'était de la merde parce que j'ai eu 5 calls différents avec des mecs assez chauds dans la robotique. Donc par exemple, j'ai eu le Head of Finance de Figure, qui est, Figure, une des boîtes, robots humanoïdes la plus développée au monde Mmh mh. et en fait, il m'a clairement dit que de une, ils achètent pas de data externe, ils la produisent tout le temps en Bah, interne et ouais. ensuite que quand ils produisent de la data, c'est de la téléopération de robots et c'est pas de la data, humaine, tu vois? Donc voilà, en 48 heures, j'ai pu savoir que l'idée, elle était pas top, hem et je suis passé à autre chose. OK. Et là, j'explore, en là, c'est plus une idée même limite bootstrap, mais je me dis que, tu vois, quand, tu es un restaurant, tu payes beaucoup de software pour pas grand chose et en fait, bah, un peu dans la même idée que Martin. Donc le but, c'est pas non plus de faire un truc en en one shot, mais plus de réfléchir à quelque chose qui coûterait moins cher pour les restaurateurs et d'avoir un software qui gère déjà, les prises de commandes bien et cetera, pour beaucoup moins cher que ce qui existe aujourd'hui, tu vois? Parce qu'en fait, le constat que j'ai fait, qui est assez simple, c'est que tous ces softwares aujourd'hui coûtent assez cher en monthly, parce qu'en fait, ils ont dû développer plein de devs pendant assez longtemps, lever des fonds et cetera et justifier d'un MRR. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de développer quelque chose et que donc, en fait, tu peux largement casser les prix, tu vois? Surtout quand tu es seul, tu essaies de bootstrap. Donc voilà, j'explore ça et on verra bien ce que ça donne. Trop cool. Trop cool, j'ai hâte, de voir, ce qu'il en est. Hem, du coup, pour finir, je fais toujours 3 petites questions, 3 petites questions de base, enfin 4 plutôt. C'est du coup ton plus grand échec, ton plus grand succès? OK. Mon plus grand échec, je dirais que c'est celui, là récemment, c'est Qt, parce que tout allait plutôt bien dès le début, tout était bien parti, j'avais «le bon momentum» entre Mmh. guillemets, j'étais dans la vague, c'est du voice AI, c'était assez tendance avec une niche, avec beaucoup d'argent et cetera et j'ai loupé le coche quelque part et en fait, tu vois, là j'ai des potes d'entrepreneurs first qui sont en train de lever des millions et moi je suis là, j'ai 0 €, tu vois? Ils ont son appart, Hem, avec ta fuite c'est d'eau. ça, c'est ça, alors qu'eux, ils sont à San Francisco, leur appart, il est payé par leur levée de fonds. Et on a fait le même programme et tu vois, quand je les regarde, ils sont hyper forts. Mais je me dis pas qu'il y a un fossé entre nous et donc c'est encore plus frustrant parce que s'il y avait un fossé, je me dis j'aurais pu me dire: «Bah, en fait, ils sont juste tellement meilleurs que moi que c'est normal», tu vois? Ouais, ouais, ouais. Alors que là, il y a un fossé où je me dis: «En fait, ce fossé, il est pas si énorme que ça et ce qui explique la différence, c'est mes mauvaises décisions», tu vois? Ce qui est encore plus compliqué à s'avouer. Ouais, bah, Donc ouais, oui. je dirais que c'est mon plus grand échec. Le plus grand succès, je dirais que c'est quand même le restaurant parce que, bah, j'ai fait ça en parallèle de mes études avec ma copine. Ça a mine de bien assez enfin ça a assez bien attends, j'arrive plus à parler. Ça a assez bien marché, quand même, parce qu'on a eu, pas mal de monde et eu la petite fierté de l'employé quand même qui a Mmh. enfin, chez qui on a créé une vocation. Clairement, clairement. Donc voilà. OK. Hem, c'est quoi le message que tu veux faire passer à un jeune, là, qui se lance, qui a 15, 16, 17 ans, 20 ans, qui est dans sa chambre et qui se dit: «Putain, je vais faire un truc, je sais pas quoi». Ouais, hem, alors, pour le je sais pas quoi, ça je saurais pas trop quoi répondre. Par contre, le je veux lancer un truc, bah, lance, essaye de tester un truc, d'aller voir du monde, de parler. Ajoute plein de gens sur LinkedIn, envoie des messages: «Salut, est-ce que je peux discuter avec toi?» Moi, ça a bien marché quand j'ai fait ça au début d'école de commerce, parce que tu parles avec des gens qui t'apprennent certaines choses et cetera et en fait, tu découvres des problématiques à résoudre aussi. Donc essaye de parler avec un maximum de personnes Ouais. et lance-toi, quoi. Essaye de faire vraiment, et voilà. C'est mon plus gros conseil, c'est lance-toi, quoi. OK et qu'est-ce que tu aurais dû faire sans détour? C'est, éponyme. Qu'est-ce que tu aurais fait sans détour que tu as pas fait et que tu as pris, beaucoup de détours?
Qu'est-ce que j'aurais pu faire sans détour? Je dirais qu'en général, je fais pas trop de détours, en réalité. J'essaie de on va dire que ma plus grande force, c'est quand même de foncer dès que j'ai quelque chose en tête, j'y vais. Mais je dirais, ouais, peut-être, essayer de signer le plus rapidement possible, tu vois? Signer le plus rapidement possible, et éviter de me trouver des excuses de: «Ah mais il faut lever des fonds avant, ah faut trouver le bon associé, machin». En fait, en réalité, tu peux signer sur un Figma aujourd'hui, et c'est plus important et c'est le plus gros levier derrière si tu veux, lancer quelque chose, quoi. Attends, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi et le meilleur conseil que tu as reçu? Hem, c'est le père de ma copine qui me l'a dit. Il m'a dit: «Créer une entreprise, c'est pas dépenser de l'argent, c'est d'en faire». Donc je trouve que c'est le meilleur conseil. Voilà. OK, et si tu pouvais revenir en arrière et te glisser un mot à toi qui a 15, 16 ans, qui est même plus petit, tout petit, tu lui dirais quoi? Hem D'entreprendre dès le début, genre dès le collège, d'essayer d'avoir un side project, toucher quelque chose. Là, c'est assez drôle parce que, j'essaye de convaincre ma petite sœur qui est en troisième de commencer et mon petit frère qui est en là, il est en master d'école de commerce, de le pousser à fond à faire des side projects, de faire des tu vois, tout bêtement, d'aller à des hackathons, à des events, apprendre des choses, en fait, être actif en parallèle de ses études, Complètement. parce que, en fait, je pense que ça aide de fou et tu vois, si je reviens sur ma sœur en troisième, si là, elle commence un truc, en fait, la possibilité qu'à 18 ans, elle ait déjà une boîte qui marche ou, un truc, genre C'est hyper multiplié. enrichissant même pour elle, Mmh. c'est ça. Tu vois, j'étais à San Francisco là Ouais. et il y avait une meuf, elle avait 18 ans, tu vois? Elle a pas fait ses études, elle est direct allée à San Francisco et elle a commencé son truc. Est-ce que c'est le bon choix ou pas? Je sais pas parce que maintenant les gens sont très biaisés par le drop out, faut se Ouais, lancer et cetera. ouais, Il y a c'est, peut-être un entre 2, mmh. mais voilà. OK. Merci beaucoup pour l'échange. C'était vraiment super cool. J'ai appris beaucoup de choses. Franchement, c'était trop bien, j'espère que toi aussi ça t'a plu, que tu as passé un Ah bon moment. franchement très cool. Ouais, Ouais, tu as bah, passé un merci pour moment? l'invite, j'ai bien aimé, c'était assez chill et tout, ouais, c'était cool. C'était cool. On n'a pas assez discuté de toi. Je sais pas si à un moment on va parler de toi aussi sur un épisode ou autre, mais, Bah, moi, ça viendra par la suite. Pour le moment, moi, je suis en retrait. Je suis le mec, qui me met derrière, qui me cache comme ça. Je pose juste les questions. Non, mais vraiment, quelques mots sur le taf de poser des questions slash faire des podcasts. Bon, de se mettre en retrait et justement de mettre vraiment en avant, l'invité et justement, c'est très marrant, mais c'est un exercice qui est très difficile pour moi, parce que moi, j'aime beaucoup parler de ce que je fais, de mettre en à dire: «Ah ouais, tu as fait ça? Moi aussi, j'ai fait ça. Ah ouais, tiens, toi, tu» je suis très comme ça mmh, et ça me permet de prendre du recul et c'est un super bon exercice pour apprendre à beaucoup écouter. ouais, c'est pas du tout évident parce que tu dois écouter, rebondir sur ce que le mec a dit, te C'est ça, concentrer pendant, bah, là, 1 heure et demie presque, ouais. donc pas hyper évident, ouais. J'espère que j'ai été bon, que j'ai répondu, j'ai posé les bonnes questions. Ça, c'est les frérots qui nous diront, en commentaire. Voilà et pour ceux qui veulent rejoindre Side Project Club, le lien, dans la bio, vous faites votre petite candidature, on review, je vous ai en appel et ça part. Trop cool. Postulez les gars, de toute façon vous avez rien à perdre, donc c'est ça la réalité. C'est cool, ouais. Franchement, bonne initiative. Si j'avais connu ça au lycée ou alors même en école de commerce, ça aurait été génial. Trop bien, trop, trop bien. Merci beaucoup Alexandre. Merci à toi Mathéo. Allez, salut. Allez, ciao.